Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de presse. Plus autour de la table, nos invités consultants habituels. Cette fois, nous allons commencer par la gauche, par nos invités à gauche, à droite de votre écran. Il s'agit de Tradam Traoré Daouda, journaliste professionnel, directeur de publication du journal Le Matinal. Traoré Daouda, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. À côté de vous, Tradam, il y a Dr Amadou Gonti Diallo, et ancien chercheur à la retraite. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. En face, il y a Ousseini Issa, journaliste professionnel également. Ousseini, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Et notre quatrième invité aujourd'hui, puisqu'il y en a un quatrième, il s'agit de professeur Jiboula Barchi, juriste, enseignant-chercheur à la retraite aussi. Pas encore, mais c'est pas très loin. C'est pas très loin. Pas très loin de la retraite. Donc, c'est notre nouvel invité, consultant. Donc, il boucle la boucle Du Quatuor. du Quatuor, donc les invités de Presse Plus. Merci d'être là, vraiment très heureux, et nous pensons qu'on va faire un bout de chemin ensemble, Inch'Allah. Très rapidement, puisqu'on doit rattraper un peu du temps qu'on a perdu, n'est-ce pas, pour le démarrage de cette émission, je propose de suivre le plus avec notre camarade de la rédaction, Boubacar Amadou. Pour ce jour 5 février 2023, Presse Plus vous propose deux gros sujets au menu. Le premier est relatif à la justice et aux acteurs judiciaires et il est intitulé « Niger, la soif de justice ». Le second sujet, quant à lui, est relatif au Front social et à ses acteurs. Là également, il est titré « Front social, la température monte ». Voilà donc pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Presse Plus. La soif de justice au Niger, la justice est rendue au Niger au nom de qui? On est tenté de se poser cette question puisque les justiciables se plaignent énormément et ces plaintes ou ces complaintes vont crescendo malheureusement au fil des semaines, au fil des mois et au fil des années qui passent. La soif de justice, c'est le premier sujet dont je propose le résumé avec Boubacar Amadou que nous retrouvons. Niger, la soif de justice. S'il y a un service que les Nigériens attendent du président de la République, c'est bien la justice. Or, sur ce plan, malheureusement, les Nigériens attendent encore et demain n'est pas la veille, selon beaucoup d'analystes. Pourtant, ce n'est pas les affaires et les dossiers qui manquent. Mieux, ce n'est pas les occasions qui manquent pour le président de la République et certains acteurs de la justice pour marquer les volontés et matérialiser leur profession de foi. Oui, certains acteurs judiciaires, puisque les magistrats, pas tous, sont pointés du doigt dans la perte de confiance des Nigériens en leur justice. Alors, à quand la justice au Niger? Au nom de qui la justice est-elle rendue au Niger? Voilà des questions légitimes auxquelles les Nigériens attendent des réponses. À suivre tout de suite le débat. Alors, pour meubler ce premier sous-thème qu'on va discuter, il y a plusieurs affaires dont on va parler. L'affaire de cet acteur de la société civile qui garde prison depuis le 23 janvier dernier. Il s'agit du coordinateur du M62, M. Ablaye Sedou, mais aussi l'affaire des dossiers de détournement, de malversation, on peut dire ça comme on veut, au niveau de la douane, un gros dossier qui fait grand bruit ces dernières semaines, cette semaine particulièrement, chez nos confrères de la presse écrite. Et puis, cette dernière affaire, une autre affaire judiciaire, il s'agit de l'affaire du coup d'État du 31 mars 2021, dont le procès se tient depuis plusieurs semaines maintenant. Tentative de coup d'État, dont le procès se tient depuis plusieurs semaines maintenant dans l'enceinte de l'école de la gendarmerie nationale à Niamey, où le tribunal militaire siège. Alors, Ousseini Issa, on va commencer avec vous, ce n'est pas nouveau. La soif de justice au Niger, des Nigériens, est-ce qu'on peut parler comme ça? Et merci Abdraman. Bien évidemment, on doit parler comme ça. C'est pas est-ce qu'on peut parler, mais on doit parler. Parce que pratiquement aujourd'hui, au fil du temps, depuis pratiquement, je vais dire une certaine période, depuis qu'on a commencé ce processus démocratique, ça s'est exacerbé ces dernières années surtout, où les gens ont l'impression que c'est une justice sélective, n'est-ce pas? Où on assiste à des affaires, des scandales, portant sur des milliards souvent de francs. Mais malheureusement, on voit comment les affaires sont étouffées. Mais pour d'autres affaires de moindre envergure,
on voit comment il y a une accélération pour traiter les dossiers. On a comme l'impression qu'il y a un 2 poids 2 mesures dans cette affaire-là. Et bon, ces derniers temps, on a vu un peu, comment dirais-je, entre le président et les magistrats, on a vu les jeux de ping-pong. Et quand le président dit il faut vous assumer, vous devez être là, vous êtes le premier rempart dans une démocratie, vous devez faire votre travail en toute indépendance. Et de l'autre côté, il considère qu'il y a des entraves. À partir de ce moment, tout le monde connaît le problème. Mais maintenant, est-ce que les gens sont prêts? Je veux dire, le pouvoir est prêt véritablement à créer les conditions pour que les gens assistent véritablement à une justice indépendante. C'est-à-dire une justice sans considération autre quand un citoyen est en faute, qu'il soit sanctionné, au même titre que quand peut-être le voleur de marmite, là, on le prend, on le sanctionne, au même titre quelqu'un qui a volé des milliards. Il doit être d'ailleurs plus sanctionné que celui qui a volé les petits larcins et autres. Et ça fait que les gens ont ce sentiment-là. Et aujourd'hui, de plus en plus, il y a beaucoup de gens, quand ils ont même des problèmes, ils craignent d'aller vers la justice quelque part. Parce qu'ils se disent que même quand ils vont vers la justice, ce n'est pas évident qu'ils soient restaurés dans leurs droits. Voilà. Donc, moi je dirais plutôt, peut-être les Nigériens ont envie d'une justice. Ils n'ont pas soif de justice. Parce que si on prend le sens premier du terme soif, quand on a soif, on crée les conditions pour détacher sa soif. L'envie, ça peut passer. Et je crois que les Nigériens ont envie plutôt d'une justice pour l'instant. Peut-être la soif va venir à un moment ou à un autre si cette envie n'arrive pas à être satisfaite. Et comme je l'ai si bien dit, tous les sujets que tu as cités, toutes les préoccupations sont là. Et sur le carrefour judiciaire qui est indexé, tout le monde dit il y a ci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela. Il y a des affaires, mais on n'arrive pas à dénouer ces affaires parce que simplement le goulot de règlement aux yeux de beaucoup de Nigériens et même peut-être des pouvoirs publics, c'est cette justice qu'on accuse à tort ou à raison n'est pas sévir. Et comment elle peut sévir si elle-même, parce que comme on dit d'une manière traditionnelle, le juge, c'est pas lui qui guide le dossier, c'est le dossier qui le guide. Quand il n'a pas un dossier, il ne peut pas évoluer. Et quand on lui donne un dossier et par la suite on fait ça à la chancellerie, ça ne peut pas évoluer. Donc il y a beaucoup de conditions qu'il faut remplir pour que cette envie, je dirais, de justice soit satisfaite à un moment ou à un autre. Oui, pour ça. Vous en dites quoi? Oui, comme c'est la première fois quand même que je viens sur le plateau de Presse Plus, je voudrais dire toute ma satisfaction d'être là, même si je ne suis pas sûr d'être constant, mais enfin, même quand je ne venais pas, j'ai toujours d'une certaine façon envoyé mes petits moments dans le débat, parce que je trouve qu'il est c'est presque un devoir d'apporter sa petite contribution dans les débats de société, et tout citoyen devrait avoir d'ailleurs ce réflexe-là. Cela dit, pour venir à la question de la soif de justice, vous vous rappelez qu'il y a quelques années déjà, il y a eu un forum, des États généraux de la justice. Et on pensait que après ces États généraux, on aurait fini avec tout ce dont les citoyens se plaignent par rapport au fonctionnement de leur justice. Et cette soif de justice, elle est légitime parce qu'en réalité, j'ai coutume de dire qu'il y a des personnes qui sont physiquement malades et puis il y a des gens aussi qui sont juridiquement malades. La justice est un peu une espèce d'hôpital pour les personnes qui sont juridiquement malades. Lorsqu'on a un problème de droit, un contentieux, c'est à la justice qu'on s'adresse en pensant trouver la solution à son problème. Avoir raison, être établi dans ses droits, c'est ça la soif de justice. Chaque fois qu'on va vers cet hôpital, que l'on ressorte, pas toujours en bonne santé, parce que quand on perd son procès, c'est comme si on est parti à l'hôpital et on n'a pas pu guérir de sa maladie. Et quand on le gagne, on est guéri de sa maladie. Même si le fait de gagner encore parfois ne règle pas le problème, parce qu'il y a l'étape de l'exécution qui elle-même fait partie des problèmes de la justice. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a diagnostiqué en son temps et qu'est-ce qu'on a pu régler depuis ce forum-là? Apparemment, rien n'a été réglé si l'on s'en tient à la manière dont
ou du moins à l'opinion générale telle qu'elle perçoit sa justice, non pas à travers les quelques procès ici et là retentissants, non, au quotidien. Il faut apprécier la soif de justice au quotidien, aussi bien dans les grands dossiers qui ont une connotation politique que dans les petits dossiers qu'on peut appeler les petits dossiers, mais qui ne sont pas des petits dossiers. Il n'y a pas de petits dossiers. Tout celui qui va en justice a une attente et quelle que soit la petitesse de cette attente, il attend une solution. Tout cela fait partie de la soif de justice. Alors, peut-être qu'il ne suffit pas seulement de faire le constat pour dire les gens ont soif de justice. Peut-être qu'il faut se demander pourquoi la justice n'arrive pas à étancher leur soif. On a coutume de présenter, en tout cas moi j'ai coutume de présenter le problème de la justice sous 3 angles et qui font que la justice n'arrive pas à donner satisfaction. Il y a la dimension de l'homme, des acteurs donc de la justice, il y a la dimension des textes et il y a la dimension des moyens. Parce que pour qu'une justice fonctionne normalement, il faut qu'il y ait des hommes conscients de leur serment, il faut qu'il y ait les moyens du fonctionnement de la justice et il faut qu'il y ait des textes qui permettent d'obtenir une justice plus ou moins fonctionnelle. Et je pense que quand on regarde un peu le cours actuel des programmes de réforme au niveau du ministère, on peut dire, peut-être que ça n'a pas été perdu de vue, je suis bien placé pour le dire parce que nous avons travaillé ces derniers temps, on a pris un certain nombre de mois sur le code pénal, la relecture du code pénal, et bientôt on va entamer également la relecture du code de procédure pénale, parce que ce sont les deux outils, en tout cas sur le plan pénal, même s'il y a encore d'autres aspects, le civil, le commercial, etc. Mais sur ces deux points-là, qui sont les points cruciaux par rapport auxquels on juge la justice, il va peut-être sortir de nos réflexions peut-être au moins un moyen qui va être réglé, celui des textes. Maintenant, il restera toujours celui des hommes, parce que c'est les hommes qui font la justice. Et quand je dis que c'est les hommes qui font la justice, en fait, il ne faut pas voir le juge en tant que tel. Le juge évolue dans un contexte. Et ce contexte-là détermine souvent le comportement des juges. J'ai coutume de dire que les juges, ce ne sont ni des kamikazes, ni des gens sortis d'un autre monde. On ne les a pas sélectionnés. Ce sont des gens qui ont fait des études de droit et qui ont eu leur diplôme, qui ont fait le concours, qui sont admis au concours. Mais ils ne sont pas pour autant des anges. Mais ils vont devenir des juges. Ils vont devenir des juges auxquels on demande de faire la chose la plus difficile, rendre justice. Je pense que parmi les métiers, les professions les plus le fait de rendre justice fait partie des fonctions les plus difficiles. Oui, encore que c'est un choix. J'ai choisi, encore que c'est un choix. Non, en fait, je ne suis pas d'accord que c'est un choix. Ce n'est pas un choix. Quand on fait passer les candidats au concours de la magistrature, tout celui qu'on demande, pourquoi tu as choisi, quelle est ta motivation? Oui, c'est un rêve d'enfant, etc. C'est ce que tout le monde dit. Mais ce n'est pas un rêve d'enfant, non. La réalité est que j'ai fait des études, je veux du travail, j'ai trouvé un travail. Bon, je suis admis à un concours, je suis devenu juge. Okay. Maintenant, c'est de là que commence le vrai problème. Quand on devient juge, je dis souvent aux étudiants, pour le moment, on ne sait pas qui vous êtes, parce que pour le moment, vous n'avez aucun pouvoir entre les mains. Mais quand vous serez juge avec le pouvoir de briser une carrière, de briser une famille, de briser une carrière, en ce moment, on saura qui vous êtes réellement. Absolument. Et on y reviendra. Le docteur, la sorte de justice. Tradam dit qu'il faut parler plutôt d'envie. Moi, je parlais plutôt de soif parce que, concrètement, je pense que c'est une attente de la part des Nigériens. Il faut remarquer une chose, d'ailleurs, c'est que ces derniers temps, moi, je me dis que le problème a été quand même mis sur la place publique. Le président de la République dit aux juges, prenez vos responsabilités. Les juges disent, non, nous sommes entravés. La preuve, quand on leur transmet des dossiers, souvent, ils travaillent avec beaucoup de célérité. Le dossier de la douane, le dossier qui a été transmis, je crois qu'actuellement, il est en train de subir un traitement avec beaucoup de sérénité. Donc, et d'ailleurs, je profite de la présence ici d'un juriste pour poser le problème de l'acteur de la société civile qui garde prison, alors que le président a pris celui de dédommager les victimes. Je me demande si sa place est encore en prison, parce que selon ce que j'ai compris de la justice, il y a une justice réparatrice ou quelque chose du genre. C'est-à-dire qu'après les conflits,
et on pose le problème des crimes qui ont été commis, on situe les responsabilités, et après avoir situé les responsabilités, maintenant on dédommage les familles. Mais là, il se trouve que le président de la République, après le rapport de la CNDH, n'est-ce pas, a pris sur lui, en tout cas sur l'État, de dédommager les victimes. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, le procureur a encore le pouvoir de poursuivre quelqu'un, même s'il est impliqué dans ce dossier-là? Moi, je me pose la question. Voilà. Sur le plan juridique, est-ce que le procureur peut se séparer de la responsabilité du président de la République, en tout cas de l'engagement du président, pour poursuivre quelqu'un dans le même dossier? Le dossier de Tambou. Voilà. Donc je pense que... oui. Voilà. Oui, à partir du moment où il est là, il va devoir nous expliquer, parce que moi je pense que je vois les gens dire qu'ils vont envoyer le dossier au niveau de la CEDEAO. Moi je pense qu'il faut situer le problème ici. Maintenant, en ce qui concerne la justice, il est clair que partout il y a des brebis galeuses. Moi, je me dis qu'on a quand même des magistrats qui sont honnêtes. Il y en a qui, peut-être, sous l'influence peut-être du milieu, sous l'influence de la société, ont sombré dans des trucs, mais ils ne sont pas très nombreux. La preuve, en tout cas par rapport au corps, dès qu'il y a un élément, en tout cas, qui est détecté comme nuisible, c'est la corporation elle-même qui demande à ceux qui soient éjectés. Donc moi, je me dis qu'on ne peut pas chercher. Maintenant, il y a un fait, c'est que le politique s'est accaparé de tous les problèmes. Les gens constatent que certains individus qui, il y a encore une décennie, tiraient le diable par la queue, aujourd'hui, ils sont immensement riches au point où ils achètent des châteaux à Abuja, à Dakar, à Abidjan, ainsi de suite. Comment ne pas poursuivre ces gens? Sur quelle base? Quelle est cette puissance qu'ils détiennent qui fait qu'aujourd'hui, eux, ils ne peuvent pas subir les foudres de la justice? Moi, je pense que tous ces facteurs-là font que véritablement les Nigériens ont soif de justice. Ils se rendent compte que, en tout cas, le petit voleur de bétail, et rapidement, on le prend et puis on lui fait un PV. Mais aujourd'hui, et vous voyez des gens à qui on confie des travaux d'intérêt public qui ne les exécutent pas. Et puis bon, les chantiers restent en suspens, et puis bon, on ne leur dit rien du tout. Tous ces facteurs-là font que véritablement, le citoyen aujourd'hui a un droit de se poser des questions, de savoir est-ce que véritablement la justice fonctionne à deux vitesses ou à une seule vitesse. Donc, soif de justice, c'est sûr, et je pense qu'il faut peut-être faire en sorte que les directives données par le président de la République soient respectées. Je pense que le dernier ou l'avant-dernier Conseil des ministres a tenté de régler un certain nombre de facteurs dans le domaine. Il faudrait que les directives, en tout cas données, que l'on sépare le politique du judiciaire et faire en sorte que, peut-être pas sur le modèle des pays anglais, mais en tout cas faire en sorte que la justice puisse bénéficier, en tout cas, ou de profiter d'une certaine marge de manœuvre. Hier, j'ai vu que le neveu de Paul Biya au Cameroun a été condamné à 30 ans de prison. Pourtant, il est venu au tribunal avec sa coupe de champagne, pensant qu'il était impuni, et les avocats étaient là, en plein tribunal, pendant que ça délibérait, lui, il sablait son champagne. Voilà. Hier, il a été condamné à 30 ans, dans le cadre de l'opération Épervier. Au Cameroun, hein. Pourtant, les gens disent que c'est le système le plus corrompu, machin. Hier, il a écopé de 30 ans. Oui, mais voilà. Là, pour le moment, je ne sais pas de raison. Donc, voilà, moi, je constate. Hein. Donc, véritablement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, moi, de mon point de vue, il faudrait que, d'un côté ou de l'autre, que les gens se ressaisissent. L'opération qui a débuté là, c'est une purge. Il ne faut pas le cacher, c'est une purge. Et je pense que cette purge-là doit aller jusqu'au bout. Il y a beaucoup de dossiers qui sont en attente. Il faudrait que ces dossiers-là, apparemment, en tout cas, soient traités avec beaucoup de célérité. Voilà. On commence avec celui-ci, le premier qu'on a choisi, pas parce qu'il est le plus important, mais bon, parce que peut-être chronologiquement, il vient en premier. C'est cette affaire de cet acteur de la société civile, coordinateur du M62, le tout dernier né du mouvement de la société civile, M. Ablaye Seydou, et le journal Le Courrier a titré à son propos « Justice, l'emprisonnement de Seydou Ablaye trahit l'engagement du président à prononcer une justice, à promouvoir une justice indépendante. L'emprisonnement de Seydou Ablaye trahit l'engagement du président à promouvoir une justice indépendante. » Dans le livre, une du journal Le Courrier. Et comme vous le disiez tout à l'heure, Dr Boutidialo, de ses avocats, on parlait d'une saisine de la Cour de justice de la CEDEAO. Ces avocats ont animé un point de presse
en fin de semaine dernière, le dimanche passé, plus précisément, donc pour dire leur position par rapport à l'évolution de cette affaire, puisque Abdoulaye Seydou a été mis sur mandat de dépôt après qu'un autre chef d'accusation, notamment complicité à un incendie sur le site aurifère de Tamou, ait été retenu contre lui après l'abandon du premier chef d'accusation qui était plutôt où il était poursuivi pour la publication de données de nature à troubler l'ordre public. Je propose de suivre cet élément de notre camarade de la rédaction d'Internet Montferré à propos donc, de ce point de presse des avocats de M. Abdoulaye Seydou. Les avocats étaient d'abord revenus sur les faits pour lesquels le coordinateur du mouvement M62, Abdoulaye Seydou Maïga, comparaissait devant le tribunal le 23 janvier dernier, puis de la procédure ayant conduit à son arrestation et mise sous mandat de dépôt. Au départ, notre client Abdoulaye Seydou était poursuivi pour production et diffusion des données de nature à troubler l'ordre public et à porter atteinte à la dignité humaine. Le 23 janvier 2023, les témoins ont comparu pour déposer, pour qu'ils soient entendus par le tribunal. À notre grande surprise, le procureur de la République, ayant constaté la présence des témoins dans la salle qui doivent déposer ou être entendus en audience publique, il a préféré complètement abandonner sa poursuite. Nous nous sommes demandé, normalement, le procureur de la République doit contribuer à la manifestation de la vérité. Il ne doit pas fuir le débat sur les événements, sur les infractions. C'est en ce moment qu'il a demandé au tribunal de le renvoyer à mieux se pouvoir. La procédure utilisée contre Abdoulaye Seydou Maïga est inédite dans l'histoire de la justice nigérienne et viole, selon le collectif des avocats, les dispositions du Code de procédure pénale. La justice par nature, c'est une valeur. Et vous convenez avec moi aujourd'hui, l'allure que prennent les choses, la justice n'ira surprise. Et le fond dans cette affaire, c'est la violation de l'article 455 du Code de procédure pénale, par le tribunal d'abord. Je lis pour l'opinion et pour l'histoire. S'il est fait déférer au tribunal correctionnel sous la qualification de délit et de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à mieux se pourvoir. Qu'on nous dise en dehors de cette disposition s'il y a une autre disposition applicable. Et qu'on nous dise si c'est la base de cette disposition, le tribunal pouvait agir comme il l'a fait dans le cas du Sir Abdoulaye Seydou. Est-ce qu'on a besoin d'être juriste pour savoir, voilà ce que dit la loi. De la qualification correctionnelle retenue, des faits, objet de la citation directe, qui naissent des éléments de nature à faire croire que peut avoir une condamnation à une peine criminelle. Mais pour le savoir, mesdames, messieurs, il faut qu'on retienne le dossier. Il faut un débat au fond. C'est à l'issue d'un débat au fond qu'on peut savoir que cette affaire va nous entraîner à une peine criminelle. Donc le tribunal se déclare incompétent, renvoie le ministère public à mieux se pourvoir. Selon le collectif des avocats, les agissements qu'ils ont décriés montrent que la justice nigérienne est en péril. Et pour mettre fin à ces comportements qui, selon toujours les avocats, déshonorent les acteurs de la justice nigérienne, d'un commun accord dans l'optique d'établir toute la vérité sur les événements de Tamou, ils décident de porter l'affaire devant la cour de la CEDEAO. Alors, professeur, on va commencer par vous, vous le comprenez bien. Alors là, il faut nous démêler les fils. Les gens ont besoin qu'on démêle les fils de ce machin, parce que qu'est-ce qu'on reproche ici? Pour schématiser de façon plus concrète, il s'agit donc, on disait, il était poursuivi dans un premier temps pour publication de données de nature à troubler l'ordre public. Donc il comparait en flagrant délit devant un tribunal correctionnel. Après, le procureur de la République dit que non, ils abandonnent ce chef d'accusation et il demande que le président du tribunal les renvoie à mieux se pourvoir. Il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de décision de juge de la part du tribunal, il n'y a rien eu, le juge l'a laissé partir. Et au moment où il est sorti,
on le reconduit devant le procureur qui dit que ah non, maintenant il est poursuivi pour complicité à un incendie sur le site de Tamoul. Et puis son dossier est envoyé au président du tribunal qui le remet au doyen du juge d'instruction. Et donc une instruction est ouverte et le juge d'instruction le met sous mandat de dépôt. Et depuis lors, depuis le 23, le même jour, il est sous mandat de dépôt donc à la prison civile de Kolo. Bon, qu'est-ce qu'il faut comprendre? S'il faut expliciter un peu ce que les avocats ont dit, mais auparavant, je voudrais quand même dire un mot sur une expression que vous avez utilisée. Vous avez parlé de l'engagement du président de la République à promouvoir une justice indépendante. Bon, encore que c'est le titre d'un journal, hein. C'est le courrier, notre confrère, le courrier qui a titré en ces termes. Le président de la République n'a rien à promouvoir. Il y a une constitution qui a tracé des règles, qui a dit que la justice est indépendante et le juge n'obéit qu'à l'autorité de la loi et non pas à l'autorité du président. Donc si maintenant le juge ne veut pas prendre son indépendance et attend que le président lui dise « je t'autorise à faire » ou « je ne t'autorise pas à faire », ça c'est un autre problème. Ce n'est plus une question de texte, c'est une question de l'attachement du magistrat à son indépendance ou pas. S'il veut rester sous la coupe du président de la République, alors que la Constitution a dit non, 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 tu n'as rien à voir avec le président de la République. Tu es indépendant, il n'y a que la loi qui te lie. Si tu ne veux pas la prendre, bon, ben, attends, continue à attendre que le président de la République te donne des instructions. C'est en ce terme-là qu'il faut voir les choses. Pas parler d'engagement du président de la République. Non, ça dépend du juge, s'il accepte. Maintenant, ce que les avocats veulent un peu dire, et comment il s'appelle déjà Abdoulaye Seydou plutôt. Il était poursuivi pour diffusion de nouvelles, etc. De nature à caractère voilà. Ce que les avocats disent, on devrait, puisque le juge est saisi, c'est le parquet qui a décidé de le poursuivre de ce chef d'accusation. Maintenant, que le parquet laisse continuer le débat jusqu'à ce que le juge soit constate que, en fait, on est dans une logique d'une affaire criminelle, par conséquent, il n'est pas compétent, lui, tribunal correctionnel, et donc il faut aller vers le juge criminel, ou alors, en tout cas, en épuisant la chose, tant qu'on considère qu'on est toujours dans la compétence du juge correctionnel, qu'on continue les débats jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. Maintenant, si le parquet veut, il fait appel de cette décision rendue par le tribunal correctionnel. Par contre, si les débats démontrent que, en fait, cette affaire-là n'est pas une affaire correctionnelle, que c'est une affaire criminelle, bon, en ce moment, il peut renvoyer. Mais faut-il encore que les débats mènent à démontrer que c'est pas correctionnel, c'est criminel? C'est un peu ce qu'ils veulent dire. Absolument, c'est ça. Mais alors, si maintenant le parquet, après l'autre décision rendu au correctionnel, supposant que les débats aient continué leur cours jusqu'à ce qu'il y ait une décision au correctionnel par rapport à l'autre infraction, la première infraction. Maintenant, s'il se trouve que malgré tout, le parquet a encore un autre chef d'accusation qui lui est criminel, cette affaire d'incendie, etc., parce qu'il n'était pas poursuivi pour incendie. Donc maintenant, s'il se trouve qu'entre-temps, il a reçu un rapport de gendarmerie qui dit, bon, ben, écoutez, en fait, Abdoulaye, il est complice dans une affaire d'incendie. Bon, maintenant, on engage une autre procédure pour l'incendie, qui n'a rien à voir avec l'autre dossier. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. On a dit, bon, ben, on renvoie On n'a pas vidé le premier dossier. On n'a pas démontré que c'est criminel ou c'est correctionnel. On n'est pas allé jusqu'au bout de cette démonstration. On a abandonné pour attraper une autre branche d'arbre. C'est un peu ce qu'il... Absolument. Maintenant, on va attendre de voir qu'est-ce qui va se passer. Eux, ils disent qu'ils vont aller devant la Cour de la CEDEAO. On va voir qu'est-ce qu'ils vont développer comme argument pour saisir la Cour de justice de la CEDEAO, parce qu'il est effectivement toujours possible de saisir la Cour de la CEDEAO, puisque selon la jurisprudence qui est en cours au niveau de la Cour de la CEDEAO, l'épuisement des voies de recours interne n'est pas une condition pour saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Donc c'est en vertu de cela
qu'ils le font à ce stade-là, qu'ils peuvent le faire à ce stade-là, au moment où c'est encore au stade d'instruction. Ils vont saisir et quel est les arguments qu'ils vont développer, ça on va attendre de voir. Encore qu'ils ont dit, pour eux, ils se sont juste présentés devant le juge d'instruction par courtoisie et par respect. Sinon, ils considèrent même, comment dire, inexistante cette nouvelle procédure. Eux, ils s'en tiennent à la première procédure qui n'a pas été épuisée. Et ils sont dans cette logique-là. Oui, la première procédure n'a pas été épuisée. Qu'on a attrapé une autre branche qui devrait faire l'objet d'une autre procédure à part qui n'a rien à voir avec celle-là, puisque l'une est correctionnelle, l'autre est criminelle, donc ce n'est pas devant la même instance qu'il faut juger ça. Tradam, vous en pensez quoi? Il n'a pas répondu à la question. Il a commenté, le professeur n'a pas répondu à ta question. J'aimerais bien qu'il nous dise son avis à lui. Parce que là, il a commenté les propos des avocats. Il a expliqué ce que les avocats ont voulu nous dire. Maintenant, lui, c'est mon avis, c'est ça qu'on veut savoir. Non, je ne peux pas donner d'avis là-dessus. J'ai explicité à des avocats qui sont dans un dossier. Moi, je n'ai pas le dossier à main. Je ne peux pas dire exactement voilà ce qu'il y a dans le dossier et voilà ce qui n'est pas normal de ce qui n'est pas. Quand vous n'avez pas un dossier, vous ne pouvez pas vous prononcer. Mais ici, vous avez suivi. Ici, on est seulement sur une critique de procédure. Oui, mais voilà, enfin, juste une précision. Vous avez suivi les explications du procureur par rapport à cette même procédure, à cette affaire? Oui, les explications du procureur. Mais quand on les met face à face avec... que pour le procureur, ils sont impliqués dans une affaire de complicité d'incendie. Maintenant, ce que j'ai retenu depuis votre dernier débat sur la question, j'ai compris que l'incendie, du point de vue de la chronologie même des faits, l'incendie, enfin, eux, ils sont allés à Tamou, après le passage des autorités. Or, l'incendie est censé avoir eu lieu avant le passage des autorités, mais eux, ils sont allés après le passage des autorités. Donc, comment est-ce qu'ils ont pu être appliqués et impliqués dans des événements qui ont lieu avant leur passage? Puisqu'on avait parlé de bombardement qui a provoqué un incendie. Moi, c'est ce que je connais dans les faits. C'est un bombardement qui aurait provoqué. Maintenant, comment est-ce qu'ils ont pu être impliqués dans un incendie s'il est provoqué par le bombardement? Ou alors, quel intérêt ils avaient à incendier les lieux? Le procureur a dit non, c'est pour imputer ça aux forces de l'ordre. Et pour prouver que leur version est vraie. Maintenant, ça suppose qu'ils aient agi avant le passage des autorités. Donc, puisque l'incendie a eu lieu avant le passage des autorités, eux, ils sont venus après le passage des autorités. Maintenant, ça, c'est dans le dossier qu'il faut voir comment on a articulé les faits, ou bien il y a eu deux incendies. Moi, je ne sais rien, ce sont les dossiers. C'est le dossier qui va. C'est la prudence du juriste. Oui, très bien. Oui, j'ai déjà défendu cette position. Je me suis posé plein de questions. On sait les circonstances dans lesquelles le site a été brûlé. Il y a eu le bombardement aérien, il y a eu le ratissage au sol. N'est-ce pas? Et ensuite, bon, il y a l'autorité qui est partie sur place, on a vu tout ça. L'autorité, c'est quelques jours plus tard que les Ablaïs sont partis sur le terrain pour demander, interroger les gens. N'est-ce pas? Bon, après le passage d'Ablaï, il y a la Commission nationale des droits de l'homme qui a mené des investigations, qui a produit un rapport sur la question, n'est-ce pas? Tout le monde a lu le rapport, il n'est nulle part, parce que quelque part, quand on dit un peu, voilà la composition des gens qui ont fait le travail sur place. Bon, quand on voit un peu, quand le procureur est sorti, il dit non, c'est qu'ils ont demandé un travail après à la police, alors que bon, donc quand on lit le rapport, tous ceux qui sont sur place, les forces de défense et de sécurité, ils ont contribué à la production des informations contenues dans le rapport. C'est la question que je me pose, et c'est pour ça, moi, j'ai toujours fait le lien entre ce qu'il dit dans ses déclarations et tout, et un peu, comment dirais-je, la facilité et puis la rapidité avec laquelle il fallait trouver, parce que l'autre ne pouvait pas prospérer. Il fallait trouver rapidement quelque chose de quoi lui coller pour qu'il arrête un peu l'activisme dont il faisait montre en disant aux gens, faites ceci, faites cela, on observe ceci. Il fallait carrément le clouer, lui fermer la bouche, trouver quelque chose à lui coller pour le mettre en prison. Juste un complément sur le plan de l'analyse juridique. Il est poursuivi pour complicité. Les faits de complicité, tels que la loi les prévoit, sont connus. Vous êtes complice soit parce que vous avez fourni les moyens, vous êtes complice soit par instigation, c'est vous qui avez
poussé à faire la chose, ou vous êtes complice par aide ou assistance. Maintenant, on ne sait pas la complicité qui leur est reprochée, c'est par instigation, c'est par aide ou assistance, c'est par fourniture de moyens. Mais pour le savoir, il faut connaître les auteurs principaux. Parce que c'est les auteurs principaux qui donneront l'information sur le fait qu'ils ont agi sur l'instigation de un tel, ou bien que c'est un tel qui leur a donné les moyens d'agir, ou bien un tel était à côté pour leur dire, bon, faites ça, bon, moi je me cache, si je vois des gens venir, je vais vous prévenir, c'est aide ou assistance. Donc il faut qu'on sache quel est l'élément matériel de la complicité aussi. Mais pour le savoir, il faut avoir attrapé les auteurs principaux. Sauf s'il y avait des caméras peut-être sur les lieux ou, je ne sais pas, des moyens d'écoute pour savoir que Abdoulaye avait téléphoné à des auteurs qu'on ne voit pas pour le moment, qu'on ne connaît pas pour le moment, puisqu'on dit qu'ils sont encore en train d'être recherchés, ceux qui ont réellement agi, parce que cela veut dire que ce n'est pas lui qui a mis le feu. Il y a d'autres personnes qui ont agi et lui, il en est le complice par l'un des trois moyens que je viens d'énumérer, par instigation, par fourniture de moyens ou par aide ou assistance. Donc, on ne sait pas. Là, il faut sauf que ici, puisque lui, il est poursuivi pour complicité, ça veut dire qu'en amont, on ne peut pas chercher les auteurs, puisque les auteurs sont censés... Pour qu'il y ait complice, il faut qu'il y ait les auteurs qui disent... Voilà. C'est ça qu'il est en train de dire. Oui, c'est ça que le professeur a dit. C'est ça que vous êtes en train de dire. C'est ça que j'ai dit. Il faut qu'il y ait des auteurs principaux. Voilà, oui, mais puisqu'il n'y a pas... On dit qu'on cherche les auteurs. La question, c'est comment on a découvert l'acte de complicité. Voilà, qui l'a dénoncé? les auteurs principaux. Voilà, c'est toute la question est là. Oui, comment est-ce qu'on a fait le lien? C'est ça. C'est comment est-ce qu'on a fait le lien? Oui, mais c'est pourquoi on demande lui qui est... Nous, on est tous des profanes ici, c'est cette question. Le rapport de police. Comment le rapport de police a établi l'acte de complicité? Ça, il faut être dans le dossier pour voir comment ça a articulé. Oui, docteur. Moi, je maintiens ma position. Moi, de mon point de vue, c'est un dossier qui ne doit même pas prospérer, étant entendu qu'il y a indemnisation ou dédommagement des victimes. Moi, pour moi, en tout cas, le procureur n'a plus le droit d'ouvrir Non, ça, c'est un autre problème. Oui, moi, de mon point de vue, voilà. Enfin, on a revenu à la première question. Dans une affaire pénale, il y a l'action publique et l'action civile. Sauf dans quelques cas particuliers où il y a un lien entre les deux, enfin l'un peut arrêter l'autre, par exemple en matière d'adultère. Si la femme ou l'époux offensé dit qu'il renonce, on laisse tomber. Sinon, dans ce cas, dans un cas comme celui-là, on parle d'incendie, le fait qu'il y ait eu des dédommagements ne veut pas dire que l'action publique est éteinte. Le parquet peut toujours poursuivre en raison de l'action publique. Alors même que, encore que d'ailleurs ici, on peut parler peut-être d'arrangement politique, parce que c'est le tribunal qui poursuit, qui va en fin de compte prononcer et la sanction pénale et la réparation du préjudice. Logiquement. Les intéressés vont poursuivre, sauf s'ils ont renoncé à l'action publique, mais ils peuvent se prévaloir du préjudice qu'ils ont subi devant la juridiction qui gère le pénal. Bon, maintenant, ici, il y a eu un arrangement pour amener les parties apparemment à renoncer à la réparation, puisqu'elle va leur être octroyée par d'autres voies. Il n'empêche que l'action publique, elle est là, elle n'est pas éteinte, elle. Elle n'est pas éteinte du seul fait qu'il y ait eu un arrangement au pénal. C'est comme si vous êtes victime d'un vol, et bon, le voleur dit non, là, la chose que j'ai volée, je vous la remets. D'accord. Mais cela ne va pas dispenser le parquet de continuer à le poursuivre et le condamner pour l'offense à la société résultant de ce qu'en volant, il a enfreint une loi tracée par la société. Sauf qu'on est dans un cas où les auteurs des incendies ne sont pas connus. Lui, il est poursuivi pour uniquement complicité. Donc, dans ces conditions-là, est-ce que le dossier doit encore prospérer? Non, tout ça, c'est des questions que nous nous posons. On va attendre de voir c'est qui les auteurs principaux. Parce que pour être complice, il faut qu'il y ait un auteur principal de l'infraction. Et c'est pourquoi on en arrive à se poser la question, savoir, bon, est-ce que c'est pas parce que ce jeune homme dérangé et qu'on voulait le faire taire, le moyen le plus simple, effectivement, qui a été déjà utilisé pour d'autres personnes,
Est-ce que le mandat de prison, c'est pas justement de le mettre en détention préventive et le temps de poursuivre une instruction, peut-être qu'il ne donnera jamais le Je peux rappeler au professeur qu'il y a eu un précédent où le président de la République a appelé le procureur de la République et chez lui, Issoufou, à l'époque, où on a réglé le contentieux, où il y a eu même coups et blessures volontaires. C'était Bazoum. Voilà. Bon. Donc le procureur, mais dans ces conditions-là. C'est des anomalies, ça. Voilà. Bon. Donc il faut continuer aussi avec cette anomalie. Et tout entendu ici. Non, mais ici, on est en train de lutter pour la normalité. Tu vois quoi, non. Si le procureur de la République peut être convoqué, par le président de la République, pour régler un problème où il y a eu coups et blessures volontaires. Oui, apparemment les dossiers ne sont pas les mêmes. Oui. Bon, alors que là, il y a des auteurs qui sont connus. Mais dans le cas d'Ablaï, il n'y a même pas d'auteur connu. Le président de la République, à l'issue du rapport de la Commission nationale des droits de l'homme, décide d'indemniser les victimes, en tout cas du bombardement à l'issue duquel il y a eu incendie. Maintenant, il n'y a pas... Par la suite, on dit non, Ablaï est complice d'incendie. Il n'y a pas d'auteur, mais il n'est que complice. Moi, de mon point de vue, ce dossier-là ne doit même pas être réouvert. À partir du moment où le président de la République, puisque vous allez dans nos Mali... Il n'a pas été fermé. Non, il ne doit même pas être... Puisque déjà, le fait qu'il soit convoqué au tribunal, dans le cadre de l'affaire Tamou, pour moi, ça n'a même plus de sens. Pourquoi? Parce que le président de la République a tranché. Il a tranché, il a dit, bon voilà, quel que soit ce qui s'est passé, j'indemnise les victimes et puis on clôt. Ça, c'est comme ça s'est passé pour l'affaire de terrain. N'est-ce pas? On n'a poursuivi personne, on a indemnisé, c'est tout. Ce n'est pas un juge qui a fixé l'indemnisation. Non, mais donc ça s'est arrêté comme ça. Ça, c'est la gestion politique des dossiers. Ok, donc nous terminons avec l'intervention, terminons ce thème, avec l'intervention de nos téléspectateurs ou de nos auditeurs, ça dépend, puisque cette émission est également retransmise en direct sur la radio Bonferré FM, sur 105 FM à Niamey, et ses environs. Monsieur Soumana Hamidou, qui nous écrit depuis Falmey, c'est un village de la région Falmey, c'est pas Falouel, c'est Falmey, un village de la région de Dosso. Il dit bonjour à toutes les équipes, à toute l'équipe de Presse Plus. Les agissements du procureur de la République par rapport à l'affaire Abdoulaye Seydou montrent clairement, selon lui, qu'au Niger, nous avons une justice aux ordres. Sinon, l'affaire de complicité d'incendie dont Abdoulaye Seydou est coupable n'est qu'un conte de fait, car il est le dernier acteur de la société civile le plus actif qui dérange le pouvoir et qu'il fallait mettre au pas, en tous les cas. C'est ce que j'ai toujours dit, c'est ce que j'ai toujours défendu. Oui. Moi, je ne vois pas d'autre raison. Je ne vois pas d'autre raison. Il a été sur le terrain, après lui, la CNDH est allée sur le terrain, à travailler, j'ai dit, avec les éléments des forces de défense et de sécurité. Ça ressort clairement dans le rapport qui a été fait par la CNDH. Et comment se fait-il que dans ce rapport-là, le lien n'est pas établi par rapport aux incendies et que dans le même rapport, il est reconnu officiellement que c'est suite au bombardement, ensuite le ratissage au sol qui a eu les morts et les blessés, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est clairement ressorti, c'est noir sur blanc, c'est ressorti. Maintenant, quelques jours plus tard, dans une affaire comment on appelle ça, comment ça s'appelle? Une affaire de délit, voilà, qui est en cours, parce que ça a été renvoyé une ou deux fois, je crois. Chaque fois, il est convoqué, ensuite on lui dit, bon, d'aller revenir telle date, ainsi de suite. Et voilà, le jour où il s'attendait à être libéré, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire là-dessus, on trouve quelque chose à lui coller. Et ce qu'on trouve à lui coller, c'est que moi, je trouve ça un peu, quand même, je ne sais pas, fantastique. C'est parce que, quand on dit incendie, complicité d'incendie, il faut savoir à quel moment, parce qu'il faut montrer tout à l'heure, professeur de d'abord les complices, parce que quand on dit les auteurs, parce que quand on dit complicité, ça veut dire que vous n'êtes que peut-être à l'ombre, mais vous avez participé quand même à l'action. Voilà. Mais sans pouvoir montrer ça, on prend le complice, mais les auteurs sont dans la nature. Voilà. Tout à fait. Alors, ça va être compliqué par la suite. Parce qu'il faut bien présenter ces auteurs-là. Absolument, absolument. C'est le message de M. Moussa qui va un peu dans le sens de Tradam. Il n'est pas tout à fait... sa soif n'est pas étanchée. Et le professeur, il dit... le professeur Abachi n'a pas tout à fait éclairé les téléspectateurs. Sinon, c'est de dire entre les deux parties qui a biaisé la procédure, entre les avocats et le procureur. Parce qu'en principe, à travers les propos des deux parties, il peut donner son point de vue sur la procédure, comme c'est un cas pratique.
Qu'est-ce que vous en dites? TD. Oui, et de combien de cas pratiques les deux parties se sont exprimées. Est-ce que, selon vous, qui a biaisé la procédure? Mais c'est bien ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est un problème de procédure qu'on discute. On ne discute pas du fond. On n'est pas en train de discuter du fond de l'affaire. On est en train de discuter de question de procédure. Les avocats, et je suis d'accord avec le fait que si effectivement une procédure qui est engagée au correctionnel, ce n'est que on continue les débats qu'on va finir par savoir que cette affaire-là qu'on avait cru correctionnelle, en réalité est criminelle. Mais si on n'a pas fait le débat pour savoir qu'effectivement elle est criminelle, bon, comment est-ce qu'on peut savoir que ce dont il était poursuivi était criminel ou pas? Je vais dire Donc ça va dans le sens de ce que les avocats ont dit. Oui. Oui. Oui, ça c'est un reproche tout à fait légitime que les avocats reprochent au juge. En fait, ce n'est même pas au procureur qu'ils font. Oui, au tribunal, au juge. C'est au tribunal qu'ils font le reproche. Que tu aurais pu, au lieu de renvoyer le procureur à mieux pour se pourvoir, tu aurais pu laisser ouvrir la discussion qui permettra de voir si l'affaire est criminelle ou correctionnelle. Oui. Parce qu'apparemment, c'est la même affaire qui évolue. Enfin, non, qui a évolué. C'est une autre affaire. Non, je veux dire, non, mais le même, puisque c'est le même individu. Non, mais si, le procureur a dit que c'est lié. Le procureur a bien dit que c'est lié. C'est-à-dire, comment ça? L'autre, c'est en publication de... Oui, mais c'est toujours par rapport aux événements de Tamour. Non, il y a le fait d'incendie est différent du fait de publication. Le fait, oui. Mais je ne sais pas si lui qui a le dossier, peut-être qu'il a une relation, je ne sais pas, mais a priori, nous qui regardons, on ne voit pas de relation, a priori. Mais peut-être que dans le dossier, il y a des éléments qui permettent au procureur de faire un lien, mais a priori, entre la diffusion d'éléments sur les réseaux sociaux et l'incendie, c'est deux choses différentes. L'un est correctionnel, l'autre est criminel. Et criminel. D'accord. C'est compliqué. C'est compliqué. Non, oui. c'est pas compliqué. Et donc Non, on progresse. Seulement, je vais terminer en disant ceci. Oui, rapidement. C'est-à-dire que les gens veulent que la justice soit indépendante comme ça. Non. La justice, elle évolue dans un contexte démocratique donné et dans un contexte sociologique donné. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit le juge n'est pas un kamikaze. Le juge a besoin aussi d'être rassuré que la justice qu'il rend au nom du peuple, que le peuple veut de cette justice et se donne les moyens de l'indépendance du juge. Ce que nous reprochons parfois à notre justice ici, aux autorités politiques ici, dire qu'ils interviennent dans le fonctionnement de la justice, etc. Mais ailleurs, là où la démocratie fonctionne normalement, une autorité politique, rappelez-vous de ce qui est arrivé à M. Sarkozy. On lui a reproché d'avoir téléphoné seulement au juge, téléphoné seulement. Et ça lui a valu des poursuites. C'est parce que le contexte démocratique fait qu'il ne peut pas le faire impunément. Ici, les autorités politiques peuvent faire certaines choses impunément. Et le juge... Et on a vu qu'ils peuvent même convoquer les juges et les magistrats dans leur bureau. Le juge a quelle protection? Le juge n'a pratiquement aucune, si ce n'est la protection syndicale, bon, la protection de la loi, mais là aussi, moi je ne dédouane pas les juges pour autant, parce que quand vous voyez le risque que prend le juge, c'est quoi le risque? Le risque, c'est seulement d'être affecté ou de ne pas avoir un poste quelque part. Mais si vous choisissez une profession, vous n'allez pas être là en train de vous dire oh, il ne faut pas qu'on m'affecte à Bouza ou je ne sais pas, à Bilma ou Magère, etc. D'ailleurs, il y a un niveau de grade où on ne peut pas vous affecter à Bilma. Bon, ou maintenant, si vous voulez des postes, bon, ben écoutez, il ne faut pas parler d'indépendance. Oui, alors que les justiciables, eux, ils risquent leur liberté. Mais là, ils risquent leur justiciable, lui, il fait quoi? Il fait quoi, ou le citoyen, il fait quoi pour garantir l'indépendance de son juge? Parce que le juge évolue dans un contexte. Il a besoin de sentir que cette société-là, au nom de laquelle il agit, eh bien, est prête à défendre son indépendance aussi. Elle a soif de la justice. Elle a soif de la justice et elle se donne les moyens de tancher la soif. C'est pourquoi j'ai dit que pour le moment, on n'a pas la soif, on a une envie de justice. Voilà, c'est tout. On a une envie de justice. Quand on aura vraiment la soif, on va mettre les moyens pour étager cette soif. Mais pour le moment, les Nigériens, ils ont envie d'une justice qu'ils n'arrivent pas à obtenir peut-être. En tout cas, le risque est moindre pour le juge. Hein, c'est être oui, le risque, ça c'est limite. Moi, je considère dans cette affaire, dans ce débat, tout à l'heure, le professeur, au départ, il a expliqué quelque chose. Il y a eu les états généraux. Moi, je pensais que c'était
vraiment on était sur le Mais bon tellement débat. d'états Non, non, généraux laisse-moi. dans tous les domaines. Non, mais je veux dire, non, les gens sont de mauvaise foi. On a bien dit dans la Constitution, ces pouvoirs-là sont indépendants, n'est-ce pas? Mais à quoi on assiste? Aujourd'hui, l'Assemblée nationale n'est pas une institution indépendante. Parce que les gens travaillent sur la base de notre majorité et de notre opposition. Pas sur la base. Non, mais je veux dire, si les gens veulent rendre avec ces pratiques, si les gens veulent qu'il y ait véritablement indépendant, mais ils vont le dire dans le discours. Mais dans la pratique, qu'est-ce qu'il faut? Le pouvoir. Parce qu'on a comme l'impression que le pouvoir exécutif, l'exécutif tient tout. Parce que les gens se disent, c'est grâce à l'exécutif que j'ai des ressources pour pouvoir fonctionner. Que ce soit la justice, que ce soit aussi comment diriger le Parlement, c'est comme ça que ça fonctionne dans la tête. Alors que non, c'est pas. Parce que le pouvoir exécutif, l'exécutif, les gens qui travaillent, ils travaillent pour la société, n'est-ce pas? Mais malheureusement, on est resté de là quand on dit il faut que les gens se donnent les moyens. Bon, les gens font des déclarations et même la justice, on a comme l'impression, et je suis tout à fait d'accord, je partage la vue du professeur, les gens créent une dette affective. Ou de se voir donner, comment dire, affecté à des bénéficier de ne pas bénéficier. Mais pourquoi? Absolument. Mais pourquoi? Dans tous les cas où qu'on m'amène dans ce pays, c'est le pays. Je suis appelé à pouvoir servir n'importe où dans le pays. Mais quand les gens acceptent de se politiser ou de se compromettre, mais alors, si eux-mêmes, ils ne font pas ce travail à leur niveau pour se dire, et se dénoncer aussi quand il y a des cas de manquement et tout. Mais malheureusement, quand Oui, C'est donner les moyens, puisque le peuple il a voté une constitution. constitution. Il faut respecter la constitution. Non, j'arrive. Il faut respecter la constitution. Non, il suffit que les gens respectent les textes. Le peuple sait donner les moyens. Il faut voir. Mais quel moyen? Parce que le problème, le moyen sous-entend que peut-être que les gens descendent dans la rue pour réclamer quoi? Si on respecte la démocratie, la justice est au milieu de la démocratie. S'il n'y a pas de justice, s'il n'y a pas de démocratie, c'est le règne de l'arbitraire. Le peuple a voté pour des textes. Le premier texte, c'est la Constitution. Les députés ont adopté un certain nombre le gouvernement lui-même. Et moi, je me demande quel autre moyen. Maintenant, il suffit simplement que les gens respectent les textes. C'est le respect des textes qui peut permettre de rendre la justice. C'est pas autre chose. Mais se donner les moyens, cela peut supposer peut-être de descendre. Pourquoi on va descendre dans la rue, sachant que les textes sont en tout cas acceptés d'un commun accord par tous? Le peuple a le droit. Le peuple a juré loyauté à sa constitution et il a juré de défendre sa constitution. Oui. Maintenant, il ne suffit pas seulement de dire voilà ma constitution. Non, vous avez juré de la constitution que vous allez la défendre. C'est dit dans la constitution, c'est le préambule. Alors on passe au second sous-thème du premier thème d'aujourd'hui, l'affaire de la douane. Alors beaucoup des dossiers ont été transmis par la Halcia aux juridictions compétentes qui ont déjà commencé à sévir. L'enquêteur, le quotidien L'Enquêteur, dans sa parution du 31 janvier, a titré « Rapport de la Halcia sur la douane transmis à la justice, le doyen des juges d'instruction saisit avis de tempête sur des douaniers ». Rapport de la Halcia sur la douane transmis à la justice, le doyen des juges d'instruction saisit avis de tempête sur des douaniers. On parle d'une centaine de douaniers, voire plus, qui seraient concernés par les méandres de ce dossier de la douane. Et puis le courrier, le journal Le Courrier hebdomadaire, cette fois, notre confrère a titré « Sale temps à la douane nationale ». Sale temps à la douane nationale. Et puis, revenons à L'Enquêteur, le quotidien L'Enquêteur, cette fois dans sa parution du 1er février, toujours par rapport à ce dossier, le journal titre « L'ancien directeur général de la douane, Amadou Halilou, placé en détention ». L'ancien directeur général de la douane, Amadou Halilou, placé en détention. Bon, après cet ancien directeur général de la douane, un autre a également été placé en détention. Donc, deux anciens directeurs généraux de la douane gardent actuellement prison dans le cadre de ce dossier. Mais le syndicat national des agents de douane ne l'entend pas de cette oreille. Il pense que
pas que peut-être la procédure est biaisée, mais c'est du 2 poids 2 mesures. Donc, ils sont injustement mis sous le banc des accusés par rapport à ce dossier et que c'est uniquement leurs militants qui sont en train de payer les frais dans toute cette histoire. Le Sénat donc a réagi à travers un communiqué dont je vous propose le contenu qui est lu ici par un extrait en tout cas, qui est lu par notre confrère, notre camarade de la rédaction de la télévision Bonferré, Youssouf Haïdara. Considérant la transmission par la Alcia de certains dossiers présumés de détournement de deniers publics de la douane auprès des institutions judiciaires, considérant les informations grotesques et mensongères créées et entretenues dans les réseaux sociaux et relayées par la presse sur certains camarades agents du cadre des douanes, considérant que la plupart de ces informations constituent en réalité des contre-vérités et non que pour seul objectif de porter gravement atteinte à l'honneur et la dignité, à la dignité de l'administration des douanes et de ses agents, considérant que le principe sacro-saint de la présomption d'innocence est reconnu à tous, le Bureau exécutif national du syndicat national des agents des douanes fustige et condamne la cabale médiatique de médisance et de dénigrement orchestrée contre l'administration des douanes et ses agents. S'offusque de la légèreté avec laquelle les auteurs de ces comportements malveillants jettent à la vindicte populaire l'honneur et la dignité des camarades mis en cause alors que ceux-ci ne sont encore que des simples prévenus, s'étonne de la célérité et la sélectivité avec lesquelles les dossiers de la douane ont été transmis à l'institution judiciaire pour suite à donner parmi plusieurs autres issus des investigations menées dans les différents services étatiques. Réaffirme sa confiance à la justice de notre pays tout en exhortant cette dernière à un traitement diligent et équitable de tous les autres dossiers. Se réserve le droit de saisir à son tour les juridictions compétentes quant aux allégations diffamatoires dirigées contre les agents des douanes et leur administration. Appelle l'ensemble des militantes et militants du SNAD à garder le moral très haut et à ne céder à aucune forme de démotivation ou de découragement dans l'exécution de leur mission. Moi, d'abord, j'ai été surpris quand j'ai découvert le contenu de la déclaration du communiqué, parce que c'est un communiqué. N'est-ce pas? J'ai eu l'impression qu'il rejette en bloc tout. N'est-ce pas? C'est dont on a accusé les personnes qui sont actuellement placées sous mandat de dépôt. C'est des informations mensongères, peut-être que la Alcia a mal fait son travail quelque part. Et ce qui les a davantage choqués, que les médias en parlent. Parce qu'il faut quand même, il y a la présomption d'innocence. Mais les médias, c'est quoi leur rôle? Les médias sont là pour informer quand il y a des situations, parce que moi je n'ai pas eu dans le sentiment, en tout cas je n'ai pas eu qu'il y a une cabale. Il y a des gens qui ont été entendus dans un dossier, comment dire, il y a un rapport qui a été transmis par la Alcia à la justice, et des gens ont été entendus et placés sous mandat de dépôt. Et c'est ce que j'ai lu durant toute la semaine, mais je n'ai pas vu de cabale et autres. Mais j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, les gens veulent mettre au départ le corporatisme, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on a commencé à arrêter nos militants, parce que quand ils disent que la célérité avec laquelle le rapport, la justice qui décide de quel est le rapport qu'on peut rapidement traiter, parce que c'est une trentaine de dossiers, je crois, qui ont été transmis à la justice. D'après mes informations, une trentaine de dossiers. Donc, si le dossier de la douane, la justice a décidé. Mais alors, le problème. Maintenant, personne. Il semble qu'il s'agit d'une vingtaine de milliards, non? Oui, c'est ça que j'ai dit. Bon, j'ai dit une vingtaine de milliards. C'est ça que j'ai dit. Et pour le moment, encore une fois, moi je vois pas là. Je me dis. Trois, je crois, deux anciens DG. Un ancien comptable. Un ancien comptable. Et monsieur Amadou Halilou et le colonel Oumarou Amadou dit Petito. Oui, mais moi je dis à partir de ces faits-là, je ne vois pas vraiment l'opportunité de faire un communiqué pour vouloir s'en prendre à tous les acteurs, y compris à la Alcia, à la justice également, mais également les médias. Ça n'a aucun sens. C'est une affaire qui est là, ce n'est pas les médias qui ont décidé que ces gens-là soient entendus. C'est un rapport qui a été transmis, c'est sur la base de ce rapport-là que les personnes mises en cause là ont été placées sous mandat de dépôt, n'est-ce pas, après avoir été inculpées. Mais alors, où est la faute des acteurs ou de la Alcia? C'est un travail qui a été fait qui ne concerne pas uniquement que la douane, je crois.
À ce que je cherche, il y a beaucoup de soucis, ou des structures plutôt, de services, des structures qui ont été concernées par les investigations. Moi, j'ai trouvé que bon, c'est le corporatisme qui a prévalu dans cette précipitation-là pour pouvoir prendre, pour dire qu'on s'en prend à leur corps. On ne s'en prend pas à leur corps, c'est des affaires de détournement des deniers publics. Maintenant, quand le dossier va être jugé ou ces personnes-là vont être jugées, la justice peut les blanchir s'ils apportent les preuves qu'il n'y a pas eu de détournement. Mais de là à vouloir s'en prendre aux autres pour dire que bon, voilà comment les choses devaient se faire. Non, de tout temps, les choses, pas ici seulement au Niger, même en Occident. Sarkozy a un problème aujourd'hui, même il est présumé innocent, mais les médias vont en parler. N'est-ce pas? Les médias, c'est leur rôle, ils sont dans leur rôle de pouvoir dénoncer ou de présenter. Oui, Souffre-toi aussi que, puisque tu as parlé de corporatisme. C'est la corporation, mais oui, mais donc, souffre qu'ils se défendent aussi. C'est le droit également. Et surtout que bon, c'est un syndicat. Oui, c'est un syndicat. Ils pensent que leur corps les intérêts. On dit défendre les intérêts moraux et matériels de leurs militants. Ils ne mettent pas en cause, contrairement à ce que tu dis, le contenu. Non. Ils disent que c'est pour le moment, tout le monde doit bénéficier de la présomption d'innocence, c'est qui est évident. Et ils disent aussi, enfin, en filigrane, c'est comme si que certains médias, ils ne disent pas tous, jettent à la vindicte populaire. Voilà, parce qu'effectivement, il y a quand tu vois, il y a certains papiers sur les réseaux sociaux, peut-être pas dans la presse, effectivement, sur les réseaux sociaux, il y a vraiment des choses qui ont été dites assez choquantes sur certains individus, sur certains gars qui ont été arrêtés en tout cas. Donc c'est peut-être ça même qui les a poussés à sortir pour apporter un peu leur manière à eux de voir. Mais comme tu dis, c'est un dossier parmi tant d'autres qu'on a pris, il n'y aura pas ça seulement. Pour le moment, c'est malheureusement eux qui sont au devant de la scène. On va voir avec les autres comment ça va se passer. Ils l'ont dit aussi un peu en filigrane. Il y a beaucoup de dossiers, mais pour le moment, c'est celui de la douane qui est mis en avant. C'est comme si c'est voulu ainsi. Oui, mais il faut un début à tout. Moi je dis, il faut parce que de toute façon, tu as 1000 et un journal, un journal que tu as devant toi. Tu dois choisir pour commencer à lire, il faut que tu prennes un par hasard pour lire. Donc si c'est sur la douane que c'est tombé, bon, peut-être c'est qu'on c'est pas sûr que ce soit par hasard. Oui, mais c'est que peut-être nous on oublie, peut-être on n'a pas les bonnes informations qu'eux ils ont, peut-être aussi. C'est un syndicat, ils savent que peut-être ça peut être aiguillonné, leur dossier peut-être a dû être aiguillonné pour que ça soit ça. C'est peut-être ça aussi la vérité. Oui, c'est ce que je voulais dire. Le syndicat de la douane a rappelé deux principes, en fait. Et les deux principes ont valeur constitutionnelle. Le principe de la présomption d'innocence, qui en l'occurrence voudrait que, non pas qu'on interdise à la presse d'en parler, non, à la presse de présenter une simple présomption comme une culpabilité. C'est ça la limite du traitement dans la presse. Le journaliste, en présentant les faits, ne doit pas les présenter, enfin en présentant, oui, l'affaire, ne doit pas présenter l'intéressé comme déjà reconnu coupable. Non, il est présumé. Ça, c'est le parquet qui l'accuse. Maintenant, quand on aura démontré et que le parquet aura démontré ces éléments et que le juge l'aura suivi, on dira oui, il est coupable. Pour le moment, c'est l'opinion, c'est l'avis du parquet. Et d'ailleurs, on peut se demander pourquoi le parquet, comme il a l'habitude de le faire, n'est pas sorti pour dire aux gens voilà ce qu'il leur reproche. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on leur reproche. Seulement, on dit bon, mais ils sont arrêtés, oui, mais ils sont arrêtés pourquoi? Le parquet, d'habitude, il sort pour dire voilà ce qu'on leur, comme il a fait pour le cas d'Abdoulaye. On n'a pas dit ça. Ensuite, il y a le principe d'égalité. Oui, l'égalité devant la loi. Effectivement, si on veut engager une lutte contre la corruption, moi je l'ai toujours dit, une lutte contre la corruption, ou elle est totale, ou elle ne l'est pas, ou elle n'est pas, elle ne vaut pas la peine d'être faite, si c'est juste un peu comme une espèce de code de la route. La loi a des directions obligatoires, elle a des sens interdits, elle a des demi-tours. Bon, là, ce n'est pas bon. Si la lutte contre la corruption fonctionne suivant ce schéma du code de la route, c'est pas bon. Ça doit être direction obligatoire pour tout le monde. Mais si elle fait demi-tour après, ou bien si elle a des sens interdits, ce n'est pas bon. Donc, il faut que le principe d'égalité aussi soit respecté. Ensuite, il y a la question du choix. Et je me souviens, il y a quelques années, ça fait peut-être bien longtemps de cela, on avait, nous, au niveau de l'ANDDH, alors que l'ANDDH était représenté dans la commission de lutte contre la corruption à l'époque, on avait suggéré à notre représentant de demander
que la Halcia de l'époque, c'était pas la Halcia, publie la liste de tous les dossiers qu'elle a. On ne dit pas de dire un tel a fait ça, a fait ça. Non, qu'on sache quels sont les dossiers qu'elle a entre les mains. Aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a entre les mains, pour au moins apprécier la légitimité de la priorité qu'elle est en train de donner à tel ou tel dossier. Si on avait la liste de tous les dossiers qu'elle a et à quelle date elle les a traités, on pourra lever l'équivoque sur le respect de la discrimination ou la non-discrimination. Mais on ne sait pas quels sont les dossiers que il faut que la Halcia fasse preuve d'un minimum de transparence. Non pas pour dire X a bouffé ceci, non. Quels sont les dossiers que j'ai traités qui sont entre et que j'ai envoyé à la justice. Ou que j'ai envoyé à la justice. Oui. Qu'est-ce que j'ai traité, qu'est-ce que j'ai envoyé à la justice. Et pourquoi d'ailleurs j'ai choisi ceci et cela. Qu'elle fixe, pourquoi pas d'ailleurs qu'elle le publie. Quels sont les critères qui l'amènent à dire ça, je dois envoyer ça à la justice maintenant. Parce que si le traitement de la Halcia, notamment la chronologie, va de pair avec un agenda politique, ce n'est pas bon. C'est-à-dire qu'on maintient certains dossiers pour les sortir à un temps X qui correspond à un agenda politique. Ça, c'est un risque que la Halcia doit éviter si elle veut être crédible. Il ne faut pas qu'elle devienne un instrument de règlement de compte politique ou autre. Oui, ben, dans un greffe qu'on lui a fait, hein, dans le temps qu'il faut qu'on lui a fait. Avec tout ce que j'ai dit là tout à l'heure, en réalité, ce n'est pas que j'ai dit qu'ils ont tort, les douaniers. Ce que je suis en train de dire, c'est que voilà un fait, des dossiers qui ont été transmis. Sinon, tout le monde a le sentiment, effectivement, qu'il y a un traitement partial quand il y a des dossiers sur lesquels les gens ont voulu qu'il y ait lumière, qu'il n'y a jamais eu lumière, n'est-ce pas? Quand je prends par exemple l'affaire MDN, ça a passé comment? Ça a passé où? C'est dans la trappe. Il y a tant d'autres affaires où on a vu comment ça a été géré, n'est-ce pas? D'accord, ils sont sortis pour dire, mais on attend voir, comme l'a dit le professeur, on attend voir comment les choses vont évoluer. Et moi, je suis d'avis, je partage entièrement, je l'ai dit souvent sur ce plateau, la présomption d'innocence, ce n'est pas parce que quelqu'un est placé sous mandat de dépôt après avoir été inculpé qu'il est condamné, qu'il est auteur. C'est juste un prévenu, n'est-ce pas? Mais bon, maintenant, il y en a dans le milieu, il y en a qui exagèrent. Mais ce qu'il y a lieu de faire, moi, je dis, pour rassurer les gens, c'est que je l'ai toujours dit, il faut publier la liste des dossiers. On n'a pas besoin de citer, on sait, par exemple, tel dossier, voilà qu'est-ce qui s'est passé, on n'a pas besoin de citer de nom, mais ça va, c'est déjà pédagogique même, du point de vue de la lutte contre, parce qu'on sait que dans telle société, dans telle chose, il y a eu telle affaire, telle affaire, telle affaire. Ça peut permettre de contribuer à moraliser la vie publique. Mais tant que les gens sont dans le flou aujourd'hui... Et certainement que la publication des dossiers, et peut-être leur chronologie et les raisons pour lesquelles ils ont été envoyés à la justice, aurait pu éviter une sortie, genre du communiqué d'islam, ça l'aurait pu éviter, parce qu'ils ne diront pas que non, c'est une sélection et que ça a été prévu, ainsi, etc. Ça aurait pu éviter un communiqué comme ça, c'est sûr. Non, moi, je comprends un peu le communiqué des douaniers, je suis désolé, parce que les douaniers ont des représentants au niveau de la Halcia, il ne faut pas l'oublier. Ils ont je crois ils doivent avoir 3 ou 4 représentants, donc ça veut dire que ces gens-là sont au fait des dossiers traités. Pourquoi c'est seulement les dossiers de la douane qui aujourd'hui sont à la une? Et quand vous voyez les commentaires désobligeants des gens, je me dis que l'esprit corporatiste ici a prévalu. Ces gens, ils sont dans leur droit de considérer qu'il faudrait qu'on accepte la présomption d'innocence, qu'on protège un peu. Mais moi, je suis personnellement saccagé quand je vois ça, parce que l'un des directeurs, quand on l'a nommé, j'ai été sur les plateaux dire que c'est quelqu'un que j'ai connu dans l'armée, quelqu'un de très propre. Moi, oui. Le général Amadou Adil. Oui, mais je l'ai connu depuis qu'il était lieutenant. Après, les gens se sont mis à m'insulter, dire que non, c'est l'esprit communautariste, que voilà. Aujourd'hui, moi je suis embêté. Je suis embêté qu'il soit là. Je vous le dis en toute sincérité. Mais maintenant, je comprends. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Beaucoup de gens qui parlent là ne savent pas qu'il y a des douaniers dans la Halcia. Et qui sont très calés, qui savent. Et donc, quand ils voient qu'il n'y a que les dossiers de la douane qui sont traités, alors que, par exemple, l'histoire des 2200 milliards, là, ça date d'au moins une décennie, personne n'en parle, moi je me dis que le syndicat est dans son droit de sortir. Vraiment, voilà. Maintenant, il faudrait que, je suis d'accord avec le professeur Djibril Abachi, la lutte contre la corruption ne peut pas se faire au cas par cas. Il faudrait qu'elle soit globale.
ou on prend tout le monde dans le même sac, ou on abandonne la lutte. Je me dis que la Halicia, normalement, dans le cadre de la transparence, et surtout son travail a été amélioré depuis quelque temps, normalement, elle devrait publier la liste des dossiers traités et transmis au parquet. On ne peut pas dire non, dans l'absolu, nous avons transmis une trentaine de dossiers par rapport à quoi? Et subitement, on se rend compte que c'est uniquement les dossiers de la douane qui ont... Et on se rappelle que dans un des messages, enfin, dans une de ses interventions à l'occasion des présentations devant la présidence, c'est le président de la République qui a, entre griffes, vendu la mèche en disant que la Halicia a envoyé le dossier à... Et il a demandé au procureur... Et il a instruit au procureur, voilà. de faire diligence. Oui, maintenant le syndicat dit pourquoi uniquement ceux de la douane. Oui. Et il semble, hein, en tout cas moi j'ai vu sur les réseaux sociaux, on parle de remboursement, de machin, voilà. Maintenant, moi j'ai vu beaucoup de commentaires, beaucoup qui disent que même s'il y a un remboursement, il y a le pénal, tout ça. Mais pour le moment, le syndicat dit pourquoi c'est seulement les dossiers de la douane. Pourquoi? Moi je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il semble que c'est un fonds de contrepartie qui existe et à travers lequel les gens ont peut-être commis des impairs. Voilà. Mais concrètement, je pense que la dernière fois, je pense qu'on a un peu abordé le problème. Faut pas. Moi, je suis avec les douaniers, je vous le dis, mon père était douanier. Je connais un peu la douane, je vous le dis. Mais il ne faut pas voir un douanier s'enrichir et penser que c'est forcément la corruption. Il faut faire extrêmement attention. Parce que le douanier a la possibilité de s'enrichir à travers les saisies ou les contrôles a posteriori. Je vous donne un exemple. Si je suis de la brigade mobile, je saisis par exemple des marchandises de 200 millions. J'ai 27,5% dedans en tant que saisissant. Donc, et ça, c'est reconnu par l'État, en dehors des 0,6 et autres là. Maintenant, si je suis affecté dans un bureau et que véritablement je suis mis par le travail pour remettre l'État dans ses droits, même si vous avez des douaniers il y a 10 ans, 5 ans, puisqu'il s'agit de biens publics, j'ai le droit de recontrôler le travail, le dédouanement qui a été effectué, pour savoir si véritablement vous avez effectué le dédouanement dans les règles ou pas. Si vous ne l'avez pas effectué dans les règles, qu'est-ce qui se passe? Vous allez payer 42% de pénalité en sus, ces 40% là-dedans, j'ai 27,5%. Donc, si demain tu me vois dans une voiture Lexus, ne pense pas que forcément tous les douaniers sont voleurs. Il y en a qui font leur travail honnêtement, et je suis sûr qu'ils sont plus nombreux que ces gens qui sont impliqués là, puisqu'on a quand même plus de 800-900 douaniers. Maintenant, que quelques dizaines soient impliqués, moi je me dis que véritablement ça ne jette pas l'opprobre. Maintenant, le syndicat est sorti peut-être pour essayer de contrecarrer. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est les circonstances qui ont fait qu'aujourd'hui, malheureusement, bon, les gens sont obligés de commenter les dossiers de la douane, puisque ce sont ces dossiers-là qui sont là et qui font le buzz. Voilà. Oui, Hussein. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire sur la question. Moi, non, pour moi... Je vais ajouter une chose. Ce qui est extraordinaire dans ce pays, vous avez l'impression que les pouvoirs publics ne tiennent pas compte de l'opinion d'une manière générale. Parce que, comme on l'a relevé sur ce plateau, il y a beaucoup de dossiers sur lesquels la population, le peuple attend le gouvernement sur ces dossiers-là. Mais qu'on lui sorte un dossier de douane, tout le monde se demande c'est quoi cette affaire. Donc, il y a des dossiers qui font chorus au niveau de tout le monde. C'est ça qu'on a envie de découvrir. La douane peut venir après. Comme on dit, la chronologie des dossiers doit être importante par rapport à l'attente de la population elle-même. Mais si la population s'attend, comme Hussein a rappelé, une sorte de ministère de la Défense qui a fait tout son temps et qui a fini par être dépécialisé d'une manière ou d'une autre. Mais si c'est cette affaire ou une autre qui vient et que les gens sentent qu'il y a vraiment un sérieux dans ce moment, les gens peuvent adhérer. Mais quand vous prenez, effectivement, en dehors des réseaux sociaux, toutes les fadas sérieuses, tous les gens sérieux, ils vous disent, qu'est-ce que l'État cherche vraiment dans cette affaire encore? Alors, et là, ça nous permet de revenir rapidement aux interventions de nos spectateurs. Ça nous permettra peut-être d'alimenter le débat et de rebondir sur certains aspects qu'on est en train de passer sous silence. Monsieur Issoufou Moutari, il nous envoie une vidéo, mais on ne peut pas visionner, puisqu'il nous envoie ça sur WhatsApp. Donc, il nous envoie une vidéo où il dit, en visionnant cette vidéo, lors d'une cérémonie du 18 décembre, à travers laquelle il est retracé et mis en exergue les prouesses de la douane, avec à sa tête le général Halidou Amadou, donc le premier là, ayant atteint les objectifs dépassant les 100%.
Je me demande si on nous prend pour des moutons ou alors il existe d'autres agendas cachés pour arrêter un général à la retraite et dont les mérites et les prouesses ont été salués par nos plus hautes autorités au moment où il était en place. Oui, mais en fait, c'est ça que j'aimerais dire. Parce que c'est pourquoi j'ai dit sur les fans sérieuses et chez les gens sérieux, tout le monde s'est dit, bon, connaissant ce monsieur, ce général, cet intendant, dans l'armée, on a connu sa rigueur. Quand il est arrivé à la douane, on a connu sa rigueur. Qu'on l'accuse d'une chose comme ça, bon, les gens se disent, est-ce qu'il n'y a pas autre chose par derrière? Mais comme le juge l'a dit, peut-être c'est le procureur seul qui peut dire exactement le contenu de la chose. Mais en tout cas, dans l'opinion, d'une manière générale, ça ne prend pas jusque-là. Ce dossier, il est là comme une sorte de diversion et le communiqué de la douane est venu ajouter encore à la diversion. Et par rapport au dossier, justement, il y a un observateur qui dit un bâton, la Halcia est apparemment un bâton utilisé par le politicien pour contrôler et imposer un comportement. Et il pose la question de savoir, par exemple, où en est-on avec le rapport de la Cour des comptes, où beaucoup de choses ont été dites, mais bon, apparemment, qui n'intéresse pas tout à fait. Tout ça, ce sont un peu c'est le résultat d'une espèce de déficit démocratique. À partir du moment où il n'y a pas un contrôle citoyen suffisamment fort pour inspirer la crainte aux dirigeants, c'est comme ça qu'il faut dire les choses, l'homme politique, il fait ce qu'il arrange. Et ce qui le gêne, il ne le fait pas. C'est le contrôle citoyen qui oblige souvent les dirigeants à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Et comme ce contrôle est faible ici, bon, ben, les gens choisissent ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ne veulent pas faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas détacher ce que nous sommes en train de vivre du déficit démocratique ambiant. C'est la seule explication qu'il faut donner. Sinon, des dossiers qui ne seraient pas tués. Parce que les gens seraient obligés de les traiter. Mais puisqu'on peut ne pas les traiter sans problème, ben on ne les traite pas. L'homme politique, c'est sa nature comme ça. Il n'y a pas de contrôle citoyen suffisamment fort pour obliger l'homme politique à faire ce qui le dérange. Donc il ne faut pas s'étonner que le dossier soit, qu'on continue à le traiter de cette manière-là. Moi, ça ne m'étonne pas parce que c'est le contexte démocratique qui fait que c'est comme ça. Ailleurs, on ne l'aurait pas fait. Ailleurs, fais-le dans un autre contexte démocratique, tu verras que ça ne va pas marcher. Tout de suite, il y aura la réaction des citoyens qui va t'obliger à faire ça. D'ailleurs, si toi-même, tu n'es pas poursuivi, parce que d'une certaine manière, quand on voit le contenu du serment qui est prêté, que nous faisons prêter à tous nos hommes politiques, que ce soit le président de la République, les magistrats, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, etc. Tout ce beau monde à qui on a fait prêter un serment dans lequel il y a des engagements forts de respecter, faire respecter la Constitution, faire respecter ceci, cela. La réalité, c'est que, bon, comme le contrôle citoyen n'est pas puissant, on peut oublier son serment. Moi, je vais ajouter, je pense que ce qui se passe là, c'est une leçon pour ceux qui sont dans les trucs financiers. Souvent, le politique vous emmène à faire des choses contre votre gré. Maintenant, ça, c'est une leçon. Moi, je me dis, désormais, si tu veux véritablement faire ta carrière, ne cherche pas à financer un parti politique, sachant que quand tu es dans le pétrin, le parti politique ne te sort pas. Il ne faut pas l'oublier. Ces douaniers-là sont sollicités par les politiques, par les hommes politiques. Souvent, ceux qu'ils font là, ils le font parce que justement, ils sont sous la contrainte. Il ne faut pas l'oublier. Il faut. Oui, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, les journaux ont publié qui payait 200 000 francs par mois à un parti politique. Ce monsieur, demain, s'il a des pépins, le parti politique ne pourra rien pour. Donc moi, je me dis que véritablement, au lieu que le syndicat sorte peut-être pour faire ces déclarations, le syndicat doit sensibiliser ses agents à sortir du cadre politique et à ne faire que leur travail. Sincèrement, je pense que le syndicat gagnerait à mener cette mission-là que de vouloir, je ne sais pas moi, rappeler aux gens ce qu'ils savent, la présomption d'innocence et autres là. C'est les politiciens qui sont en train de les mettre dedans. Moi, je peux vous citer des exemples, mais je ne veux pas citer des noms.
où des gens ont refusé d'exécuter les instructions, on les a dégagés du poste où ils sont. Mais ils ne sont pas morts pour autant. Donc je pense que le syndicat doit pouvoir sensibiliser ses agents. Même ceux qui sont aux impôts et autres là, souvent qu'est-ce qui se passe, c'est les partis politiques qui les poussent à aller détourner. Si tu ne veux pas d'un poste, ou si tu veux travailler honnêtement, mener ta carrière jusqu'à la fin, prendre ta retraite, véritablement ne t'approche pas du politique. Parce que ce qu'il y a, c'est que dès que tu veux un poste de responsabilité, il faut que tu t'alignes derrière un parti politique. Je pense que le syndicat gagnerait à demander à ses agents, en tout cas, en dehors de ta cotisation mensuelle, ne te mêle de rien du tout. Fais ton travail tel que ça se doit, au lieu de venir faire des déclarations qui ne soulèvent pas forcément la discussion. Le syndicat n'a rien à demander à ses militants. Oui, professeur. C'est une question de responsabilité personnelle de chaque individu. Tout à l'heure, tu as donné l'exemple de ceux qui ont refusé. Ils se sont assumés. Mais si vous voulez être asservi, ça fait votre problème. Les conséquences viendront. Donc il ne faut pas dire que le syndicat doit dire non. Pour moi, le syndicat n'a rien à conseiller. Chaque individu, que ce soit à la douane ou ailleurs, est responsable des actes qu'il pose. Ce n'est pas un poste. On peut vivre sans poste. Combien de gens vivent sans poste? Mais si vous êtes là accroché, tout le temps en train d'attendre des nominations ou autres, évidemment, beaucoup de choses, ça a un risque, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous arriver. Professeur, je peux vous donner un exemple. Vous vous rappelez, 10 millions de dollars ont été saisis il y a quelques années à l'aéroport. L'argent a été déposé au trésor la nuit. Le matin à 9h, sur ordre de la présidente de la République, sur un papier écrit, les douaniers ont été obligés de remettre l'argent aux commerçants. Le politique n'intervient pas là. Si. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Le responsable du bureau a été affecté au machin. Mais ce n'est pas la fin du monde. Non, mais ce n'est pas la fin du monde. Ça veut dire que donc le politique joue. Oui, absolument. Lui, ce monsieur-là n'a pas demandé de poste, on l'a mis là. Qu'est-ce qui se passe? Il refuse d'obéir aux... Or, dans la loi douanière, il est même possible qu'il transige. Transiger, ça veut dire quoi? Négocier un certain pourcentage, ce n'est pas du vol. N'est-ce pas? Pour laisser passer cet argent-là, il a refusé. Mais la présidence a dit de renvoyer, de remettre... C'est même des véhicules de la présidence qui ont conduit l'argent dans l'avion. Et puis l'argent est allé à Dubaï parce que l'argent appartenait à Mangal. Bon, en fait, c'est des pratiques qui sont connues, qui se passent, mais bon, on parle aussi de la responsabilité de tout un chacun. Quand on est adulte, c'est un choix. C'est un choix. Mais oui. Aujourd'hui, les gens pensent que tant que je n'ai pas un poste, je sais faire quelque chose dans la vie, et je sais que je suis compétent. Est-ce que forcément il me faut un poste? Et le plus souvent, c'est que c'est ça qui a corrompu toute la société. Tous les secteurs pratiquement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils font de la politique, ce n'est pas parce qu'ils savent qu'ils ont quelque chose à apporter. Ils font de la politique parce que c'est la meilleure façon de... Alors... Pas la meilleure façon, la façon la plus simple. La façon la plus simple, c'est voilà. Plus facile. Quand dans les corps, dans tous les secteurs d'activité, les gens pensent que forcément, ma promotion, il faut forcément que je sois... Ça passe par le politique. Ça ne peut pas marcher. Et c'est pour ça que j'ai dit la corruption, on est d'accord quand même, et on finit ce soir, on est d'accord quand même que la justice ici a mis vraiment beaucoup de sévérité. Si c'est comme ça que tous les dossiers étaient traités, très rapidement, un dossier qui atterrit sur le bureau du procureur, dans la même semaine, deux anciens DG, un colonel de douane et un général de l'armée, de la gendarmerie, de l'armée, et un comptable à la retraite sont mis sur les verrous. Très rapidement, c'est vraiment de la sévérité, ça. Non, mais en fait, c'est pourquoi on dit dans les pays africains, de manière générale, dans les pays dits démocratiques francophones, la justice, elle obéit aux politiques. Quand le politique veut, tout de suite, ça va aller. Mais s'il freine des cas de fer, ça va. Même si vous avez des juges qui sont teigneux, la meilleure manière, on appelle le dossier à la chancellerie et puis c'est fini. Il n'y a plus de procédure. Ça s'arrête. Tant que la justice, et tant que, comme on a dit, le politique, et tant qu'on n'aura pas des hommes forts au niveau de la justice qui sont en mesure d'obéir qu'à leur serment, on n'aura jamais une justice. Parce que comme l'a dit Abachi, le politique, lui, il cherche ce qu'il arrange. Il a un agenda qui est complètement différent. Le politique disparaît. Parce que dans le cabinet du juge, il n'y a pas de politique. Monsieur El Hadji Karim Gazibo, il est à la retraite, parce qu'il est retraité. Il dit dans un état de droit, la justice joue un rôle très important, voire central, dans la préservation de l'ordre social, notamment. Malheureusement, dans nos États, c'est souvent la justice qui crée les situations de nature à troubler l'ordre public, par le traitement impartial de certains litiges et surtout par son instrumentalisation par le pouvoir pour régler
des comptes. Moi, je ne veux pas entendre parler d'instrumentalisation du pouvoir. Non. On revient toujours à la question de la responsabilité personnelle. Vous avez choisi une profession. Vous savez qu'elle a des exigences. Vous savez qu'elle a des risques. Mais vous avez choisi cette profession-là et vous savez que vous aurez à rendre compte. Peut-être pas ici, mais dans l'au-delà. Donc, c'est un choix que vous faites. Si vous acceptez d'obéir là où la loi dit vous êtes indépendant, donc c'est à vous d'assumer, de vous assumer, c'est tout. Il y a des juges qui ne... Il y a des juges à qui on ne donnera jamais des ordres parce qu'on sait qu'ils ne vont pas le faire. Et puis il y a d'autres qui acceptent de jouer le jeu. Et dans toutes les administrations, c'est comme ça. Il y a des fonctionnaires qui sont attachés à leur personnalité, à leur dignité, à l'engagement qu'ils ont vis-à-vis du peuple, et il y a d'autres qui le sont un peu moins. C'est comme ça, ce n'est pas propre à la justice, c'est propre à toute l'administration et à toutes les fonctions. C'est une question de responsabilité personnelle de chacun. Monsieur Tawaye, ou Tawaye, je crois, qui se plaint qu'on ne lit jamais ses messages, heureusement. Et là, je suis tombé sur un de ces messages. Il est un peu fort, ce message, mais je lis quand même. Il dit, oui, donc pourquoi vous ne lisez jamais mes messages, etc. Il dit, bon, sachez quand même qu'on peut laver. Il parle en image pour un peu exprimer ou caricaturer la situation. Il dit, bon, sachez qu'on peut laver le cochon 1000 fois, il restera toujours sale. C'est-à-dire, bon, pour aller, les gens qui sont comme ça, certainement, on a beau mis des textes, on a beau mis des garde-fous, on a beau critiquer, oui, bon, ils resteront comme ça. Malheureusement. C'est une question de choix personnel aussi. Malheureusement. Ou d'attitude personnelle. Il y a des gens qui s'offrent eux-mêmes à la corruption, il y a d'autres qui ne s'offrent pas, il y a d'autres qui n'acceptent même pas. Donc c'est peut-être dans ce sens qu'il dit, et comme l'a dit Abarchi, il y a beaucoup de magistrats. On sait même, par rapport à certains dossiers, on sait à quel juge donner. Ce n'est pas à tous les juges qu'on donne. On sait quel juge choisir pour conduire un dossier. Alors, troisième affaire concernant la justice, toujours, il s'agit de cette affaire de tentative du coup d'État dans la nuit du 30 au 31 mars 2021. Juste à l'avant-veille de l'investiture, donc vous vous rappelez certainement, du président Bazoum Mohamed, en avril 2021, l'enquêteur quotidien dans sa parution du 23 janvier a titré « Coup d'État manqué de mars 2021, compte rendu d'audience, les révélations fracassantes du capitaine Gourouza et du lieutenant Morou ». Les révélations fracassantes du capitaine Gourouza, qui est présenté jusqu'ici comme le cerveau de cette tentative de coup d'État, vous vous rappelez certainement, et du lieutenant Morou. Et puis, Niger Inter Hebdo titre « Les contours du complot ». Le journal revient sur justement ces rapports, ces comptes rendus d'audience où les accusés étaient passés un à un à la barre pour expliquer ce qui s'est passé. Et puis le Canard déchaîné, le journal Le Canard déchaîné, titre « Le film des événements de la nuit du 30 au 31 mars 2021 ». Dans la même ligne que Inter Hebdo, que nous venons, dont le titre s'affiche d'ailleurs. Donc Canard déchaîné qui dit « Le film des événements de la nuit du 30 au 31 mars 2021 ». La une du Canard déchaîné qui devrait s'afficher en principe. Le film, voilà, le film des événements de la nuit du 30 au 31 mars 2021. Et puis le Courrier, le journal Le Courrier, qui titre « Des révélations fracassantes troublant le sommeil de l'ancien président ». Des révélations fracassantes troublant le sommeil de l'ancien président. Et le Canard en furie, l'hebdomadaire Le Canard en furie, qui titre, toujours dans la même lancée que ses autres confrères, « Des révélations susceptibles de changer la relation d'Issoufou et Bazoum ». Des révélations susceptibles de changer les relations Issoufou-Bazoum. Et puis ce titre dernier, concernant ce sujet, le journal Le Monde d'aujourd'hui, qui titre « L'image d'Issoufou Mahamadou écornée ». L'image d'Issoufou Mahamadou écornée, selon notre confrère, avec ces révélations fracassantes dont les journaux parlent ici.
Alors, Ousseini, c'est surtout le quotidien, l'enquêteur, hein, du fait que j'en parlais tous les jours et que les audiences passent tous les jours, qui a beaucoup parlé ou qui parle beaucoup de cette affaire. On parle de révélations fracassantes. Et en guise de révélations fracassantes, il s'agit, semble-t-il, du financement de cette tentative de coup d'État, de l'argent qui viendrait de l'ancien président de la République, à travers certains de ses collaborateurs, notamment l'ancien directeur général des renseignements, du service de renseignement de la présidence, la DGDSE, et même le chef de corps de la garde présidentielle, que certains avocats de la défense notamment n'ont pas hésité, dont certains des avocats n'ont pas hésité à demander la comparution devant le tribunal. Bon, dans ce genre d'affaires, généralement, le plus souvent, parce que bon, c'est public, hein. Oui, oui, le procès. Les audiences sont publiques. Bon, les gens assistent, ils écoutent ce que disent les prévenus. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de déballage qui s'est fait à l'occasion de ce procès, comment les choses se sont déroulées, et avec, comment dirais-je, des accusations mutuelles, quoi. Un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Mais ce qui a surtout un peu, comment dirais-je, surpris beaucoup, comment dirais-je, au sein de l'opinion, qu'on dise que ça a été financé et que, voilà, on a même avancé des montants, je crois. 2 milliards de francs CFA. 2 milliards de francs CFA. Et il s'est dit publiquement, hein, c'est à l'audience. Et donc, une partie aurait été perçue d'ailleurs par l'intéressé. Là, ça pose un problème, quoi, parce que je me dis quelque part, mais dans quel contexte, dans quelle situation vivons-nous, n'est-ce pas? Voilà une affaire où, bon, au départ, les gens n'ont pas du tout cru, d'ailleurs, comment dirais-je, à la véracité. Les gens se sont dit, est-ce que ce n'est pas encore une affaire de montage et tout et tout, au regard déjà des coups d'État ou des tentatives précédentes. Et cette fois-ci, voilà, les gens sont convaincus qu'effectivement, le 31 mars, là, il y a eu une tentative dans ce genre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est à quoi on assiste, à les révélations, ça montre un peu comment les choses fonctionnent dans ce pays-là, parce que on a vu les avocats, des prévenus, quelques avocats qui ont tenté, qui ont demandé à ce que les gens viennent témoigner. Bon, mais on n'a pas donné, comment dire, suite à ces... Oui, apparemment le tribunal n'a pas donné suite à cette on va voir sur quoi ça va déboucher, mais toujours est-il dit que c'est vraiment époustouflant, c'est à quoi on est en train d'assister dans ce pays. Là où on accuse même un ancien, il était encore en fonction, qu'on dise qu'il a financé. Bon, on va voir ce que ça va donner à la fin, parce que le procès est toujours en cours. Ces personnes ont été citées nommément par... Oui, bien sûr, il n'y a pas, mais à partir du moment, comme dit l'adage, comme dit l'adage populaire, cabri mort n'a plus peur du couteau. Mais alors, s'il y a des choses comme ça, les gens ils vont dire tout ce qui s'est passé autour, parce que tout simplement ils savent qu'à la fin, ils vont être, comment dire, ils risquent d'être condamnés. Alors, pourquoi retenir des choses alors qu'on peut les dire publiquement pour dire voilà comment les choses. Moi, je pense qu'ils sont dans cette dynamique, dans cette logique-là, en se disant bon, autant tout jeter. Maintenant, chacun va se faire une opinion de l'autre. En fait, ces révélations fracassantes tiennent en deux ou trois choses. D'abord que cette tentative aurait été financée par l'ancien président de la République. En tout cas, il a promis de l'argent, jusqu'à 2 milliards de francs CFA. Une partie aurait été déjà perçue par les intéressés. Et que l'ancien chef, enfin, le chef de corps de la garde présidentielle serait au courant aussi, serait impliqué, enfin, d'une façon ou d'une autre. Et puis l'ancien DGDSE, qui est l'actuel haut commandant de la gendarmerie, et serait lui aussi courant, impliqué, etc. Et que c'est même des munitions à blanc qui auraient été utilisées par les présumés putschistes, etc. C'est vraiment des révélations assez graves. Et qui viennent de gens, bon, maintenant, c'est vrai que c'est au cours d'un procès, et tout est bon pour se défendre, mais bon, ça a été dit quand même. Non, mais en fait, moi, au-delà de ce qui a été dit, moi, c'est l'objectif que je projette. Quel est l'objectif d'un président en fin de mandat qui s'est battu bec et ongle pour imposer son candidat, le faire élire, malgré toutes les difficultés, malgré tous les charivaris qu'il y a eu, il a pu imposer son candidat, il a pu le faire élire. Et à 2 jours de son investiture, il finance un putsch pour lui, à qui il reste 2 jours pour se faire renverser, et qui compromet en même temps l'investiture de son candidat. Moi, c'est cette logique que j'essaie de comprendre,
avant même de donner du crédit à tout ce. Parce que quand même, je ne sais pas, même un masochiste ne peut pas faire un truc comme ça, à moins qu'il y a un autre agenda derrière qui peut peut-être, que moi en tout cas je ne vois pas. Et donc la maîtrise même, rationnellement, elle est difficile. Ouais, absolument. Parce qu'un putsch quand même, c'est vrai que l'évolution et son déroulé a laissé tout le monde pantois, parce que comme tu l'as dit, c'est des balles à blanc qu'on aurait tiré, et qu'un putsch dans lequel on a tout Niamey a entendu, en tout cas ceux qui sont proches de la zone, durant 2 heures de temps, les détonations, et qu'au finish, au petit matin, on se lève, il n'y a ni mort, ni blessé, ni dégâts vraiment matériels, il y a visible en tout cas. Donc, c'est ça qui a fait dire à tout le monde que bon, c'était une mise en scène. Et que maintenant, au cours du procès, les accusés déroulent des choses qui surprennent tout le monde. Bon, je me demande vraiment pour quelle fin. Parce qu'un président qui a fait un mandat, qui s'est battu contre tout le monde, contre la nation entière pour imposer un gars, et il va le renverser encore à 2 jours de son investiture. C'est quand même bizarre. Puisqu'à la base, dans le début de leur intervention, ces deux prévenus, le capitaine Gourouza et le lieutenant Moro, ont reconnu les faits. Hein. Ils ont reconnu les faits, ils ont dit que oui, c'est un coup d'État qu'ils ont tenté. Avec des balles à blanc. Oui, mais voilà comment ça s'est passé. Non, mais oui, ils ont reconnu les faits devant le tribunal dans un premier temps, avant de faire toutes ces révélations. C'est quand même assez rocambolesque quand même. Professeur, qu'est-ce qu'on peut... Un aveu n'établit pas forcément la culpabilité. On peut s'accuser de choses qu'on n'a jamais faites pour d'autres considérations. Parce que comme il a dit Traoré, c'est-à-dire quand on essaie de trouver une certaine logique, on ne la voit pas. Pourquoi est-ce que le président sortant mettrait 2 milliards pour qu'il y ait un coup d'État contre celui dont il... Enfin, on ne sait même pas contre qui le coup d'État allait être. C'est lui qui partait, ou bien le nouveau qui n'est même pas encore investi. Ou bien c'est contre le nouveau, on ne sait même pas contre qui le coup d'État se préparait à cet instant-là. Donc, il ne va pas préparer un coup d'État contre lui-même. Et il ne va pas préparer non plus un coup d'État contre celui qui n'a pas encore été investi. Celui qu'il a lui-même choisi, effectivement. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas raisonnable dans cette affaire-là et qu'on a du mal à comprendre. Maintenant, quant aux preuves, ce qui a été dit, pour moi, il faut faire la distinction entre les aveux et la réalité. On a dit que la preuve fatigue la vérité. Des choses comme les 2 milliards, par exemple. On dit qu'on a versé une partie, combien on a versé et par quelle voie on a versé. Un virement, de l'argent cash, ou est-ce que ça a été remis, comment, par qui? C'est autant de questions qu'il faut se poser. Parce que celui qui dit qu'on a donné 2 milliards... Donc on a promis 2 milliards. Qu'on a promis 2 milliards, mais on a versé une partie. Oui. N'est-ce pas? Quand on fait un versement, même si j'imagine que si c'est 2 milliards, il y aura peut-être au moins 200 millions, au moins un dixième, quoi. 200 millions. 300 millions. 200 millions, on doit savoir où est-ce qu'on les a remis, à qui et par qui. Ça, c'est les questions qu'on se pose. Donc le juge va certainement creuser pour voir quelle est la réalité de tous ces dires. Mais il y a des choses qui... Il y a plus de questions que de réponses, quoi. Il y a beaucoup de questions. Non seulement sur le mobile, à qui profitent les crimes, on ne voit pas. Et pourquoi il n'y a pas eu de... Parce que moi, j'ai entendu les crépitements et tout. Il y a eu d'abord un grand boom au déclenchement de l'affaire. Et puis pendant une quinzaine de minutes, il y a eu des crépitements. Après, ça s'est assoupi. 20 minutes plus tard, il y a eu sur 3-5 minutes, il y a eu quelques crépitements. Et puis ça s'est tué jusqu'au matin. C'est comme ça que ça s'est passé. Moi, j'ai entendu de là où j'étais, j'ai entendu ça. Mais ça, si c'est des balles à blanc, effectivement, le lendemain, on n'a pas vu la télé ou autre moyen de diffusion, n'a pas montré voilà, les impacts, etc. etc. On n'a rien vu. Aucune image n'a circulé, à ma connaissance. Hein. Sauf au ministère des Affaires étrangères. Où le lendemain, 2 jours après, en tout cas le lendemain, le président de la République d'alors est parti rendre visite aux blessés. Non, j'ai dit, parti rendre visite aux blessés de, cette tentative dans l'infirmerie de la présidence. Hein.
Bon, bref, il y a beaucoup de questions à se poser. Personne ne peut affirmer ou infirmer que qu'est-ce qui a pu se passer exactement. Moi-même, les aveux ne me convainquent pas tant qu'il n'y a pas de preuves palpables à démontrer. Et maintenant, il y a un point quand même sur lequel je dois dire quelque chose. Mais il y a plusieurs personnes qui sont poursuivies, une cinquantaine. Hein. Quand on dit que les 58 personnes civiles et militaires sont poursuivies. Quand les avocats ont demandé sa comparution, il était encore en fonction. Or, si le président est en fonction, on dit que les actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions ne peuvent être poursuivis que pour haute trahison. N'est-ce pas? Il ne peut être poursuivi que pour haute trahison en raison des faits accomplis. Or, il était encore en fonction. Donc, est-ce que c'est ce tribunal-là qui peut le juger? Mais et les autres? Et les deux autres? Les deux autres? Oui, le chef de corps de la garde présidentielle et puis le DGDS. Ils n'ont aucun statut particulier. Ils n'ont pas de statut particulier. Donc, eux, ils peuvent être entendus devant ce tribunal. Oui. C'est des justiciables comme n'importe qui. Mais lui, il n'est pas injusticiable. Il n'est pas injusticiable comme n'importe qui. Et il y a, même en tant qu'ancien président, si on doit le poursuivre, il faut lever son immunité. Rappelez-vous de ce qui s'est passé dans l'affaire Tanja. Donc il faut la Cour de cassation. Il a fallu lever son immunité avant de pouvoir... Enfin, il n'y a pas eu de poursuite là aussi. Il n'y a pas eu de poursuite, effectivement. C'est une anomalie. On a demandé de lever son immunité, on a levé son immunité et puis rien ne s'est passé. Aucun acte de poursuite après. Absolument. Oui, moi je suis quand même surpris. Apparemment, dès qu'il s'agit de l'ancien président là, il devient une épouvantail, on le diabolise. Moi je me demande comment on peut tirer avec des balles à blanc et puis avoir des blessés. C'est possible, on n'attaque pas la guerre présidentielle avec des balles à blanc. Les balles à blanc, la portée c'est moins de 5 mètres. Donc comment affronter la guerre présidentielle qui est hyper équipée avec des balles à blanc? C'est pas vrai. Non, moi je ne crois pas à cette version-là. Moi, je crois plutôt à une version d'un coup d'État réel qui a été perpétré par des éléments peut-être incontrôlés de l'armée, mais qui malheureusement n'a pas pu... Parce que vous voyez qu'on évoque un certain nombre d'individus qui, eux, étaient à la tête d'unités qui pouvaient intervenir. Voilà. Et, notamment le commandant de l'opération de force spéciale, qui n'est pas intervenu. Selon le schéma qu'on aurait appris, les gens devraient prendre la guerre présidentielle en Saint-Louis, et ainsi de suite. Donc moi, je ne crois pas à cette version de balle à blanc là. C'est une conjuration apparemment qui a échoué, malheureusement, parce que les forces qui devraient intervenir apparemment n'étaient pas au rendez-vous à l'heure dite. Puis bon, ça... Maintenant, il y a eu des tirs. J'ai compris apparemment que c'est la guerre présidentielle qui s'en donnait à cœur joie, puisqu'il y avait une débandade du côté des autres, là, voilà, parce que, semble-t-il, ils ont commencé à tirer à partir de l'hôpital. Donc, vous voyez, la distance que ça fait plus de 600 mètres. Maintenant, avec une doucesse, c'est clair que vous pouvez bouger tous ceux qui passent par là, ou même avec les 14-5, avec un fusil, la portée utile, c'est 600. Mais la portée pratique, c'est la distance à partir de laquelle la balle peut tuer, c'est 400 mètres. Donc, moi, je ne crois pas à cette version. Les gens, apparemment, veulent charger l'ancien président Issoufou. Je pense que ça ne va pas prospérer. On ne va pas l'appeler. Mais les deux autres, s'ils sont accusés, le tribunal a la possibilité de les entendre, puisqu'il ne juge pas d'une immunité. Mais souvent, au moment des faits, et puis je me demande comment il va faire un coup d'État contre lui-même et contre celui qui mentorise. En fait, le professeur dit qu'il ne faut pas chercher de logique dans ça. Peut-être dans toute cette affaire-là. Franchement, moi j'ai des mots de tête quand j'ai vu. Il s'agit que c'est une première. Un coup d'État avec des balles à blanc? Non, les balles à blanc c'est pour les exercices. Oui, mais et si c'est voulu? Non, même si c'est voulu, vous n'allez même pas sur le terrain. Voilà. Mais vous ne pouvez pas aller sur le terrain avec des balles à blanc. Oui, la grenade à blanc, la grenade d'exercice, sa coque peut tuer peut-être à 2, 3, 5 mètres, mais pas plus. Mais la grenade réelle, quand vous la lancez, bon, c'est autre chose. Mais sincèrement, moi, je ne crois pas à ces trucs-là. Les gens sont sûrement... Et puis, les 300 millions, sûrement qu'il n'a pas eu le temps de les utiliser. Où se trouve cet argent-là? Oui, où se trouve cet argent? Est-ce qu'il l'a distribué à ses 57 conjugés? Il semble qu'il a été dans son village, il a fait quelques réalisations. D'après ce que j'ai pu lire. Dans ce laps de temps-là?
Non, non, bien avant. Ah, il a perçu l'argent bien avant, un peu longtemps avant, Oui, avant mais bien l'opération. sûr, ça ne peut pas être la veille qu'on va les remettre. Non, ça, ils ont changé. Je pense que c'est un faux fuyant. Ils cherchent peut-être le moyen d'atténuer leur peine. Moi, je ne crois pas à cette version. Enfin, sincèrement, c'est pas pour les charger, mais moi, je ne crois pas. On ne fait pas un coup d'État avec des balles. C'est pas possible. Voilà. Et puis, quand vous montez sur une force qui vous est une force hyper armée, hyper machin, en tout cas, vous y mettez tous les moyens possibles, aériens, des frappes, machin et tout. Non, je pense que c'est vraiment... Il y a parfois des stratégies de défense qui consistent à impliquer des gens pour brouiller les pistes. Non, pas pour brouiller les pistes. Dont on pense qu'en les impliquant, on s'en sortira. Oui, oui. Il y a aussi cette stratégie de défense. En disant que c'est l'ancien président, peut-être que la peine sera atténuée. Parce que je vois mal comment on peut... Moi, je suis commandant de la garde présidentielle. Non. L'autre point d'interrogation, c'est que quand ils sont passés à l'acte, il n'y a pas eu de poursuite, semble-t-il. Les éléments qui sont venus faire l'attaque, normalement, après être poussés, on devait pouvoir les poursuivre. Moi, je suis commandant de la garde présidentielle. Est-ce que j'ai besoin d'attendre que quelqu'un vienne m'attaquer si je vais arrêter le président? Hein? Non. Il est sous ma protection. Si j'ai besoin de renverser... Non, je parle des éléments qui sont venus faire... Oui, c'est ce que j'ai dit. Le coup d'État là n'a même pas de sens. Vouloir impliquer le commandant de la garde présidentielle, moi je pense que ça n'a même pas de sens. Il est le président avec lui. Le président est sous son autorité, si je peux me permettre. Est-ce qu'il a besoin que quelqu'un vienne attaquer le président pour le prendre? Non. S'il veut faire un coup d'État, c'est lui-même qui prend le président. Et puis il dit aux autres, bon écoutez, j'ai pris la chose, venez, on va partager le pouvoir. Voilà. Non, je ne crois pas. Je propose une tentative d'explication. Il nous vient d'un téléspectateur. Il dit bonjour, c'est Moussa. Il dit, en fait, ce coup d'État a été joué, donc a été perpétré, dans le but de calmer les manifestations de l'opposition ou de les prévenir, parce que tout le monde attendait la déclaration à la télévision nationale et faire déjouer les manifestations anti-électorales et pour mieux organiser l'investiture de Bazoum. Même ça, c'est tiré par les cheveux. Franchement, si le commandant de la garde présidentielle est impliqué, le coup d'État, il ne peut pas attendre qu'on vienne prendre le président de l'extérieur. Il ne faut pas se persécuter. Moi, j'ai participé à mater un coup d'État. C'est pas comme ça, hein. Oui, non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas ce qu'il veut dire. Le monsieur qui a appelé, enfin qui a envoyé le message dans ma compréhension, il veut dire qu'en fait, on a préparé quelque chose qui ressemble à un coup d'État pour créer une situation qui permet de contrecarrer l'action éventuelle de l'opposition, parce que l'opposition ne va pas sortir pour la demande d'un coup d'État, dire qu'elle va marcher. Oui, parce que ces manifestations anti-électorales sont privées de leur liberté et peut-être qu'ils seront condamnés à des peines. Non, oui, au moment où ça s'est passé en fait, au moment où ça s'est préparé, où ça s'est opéré, c'était ça peut-être l'objectif. C'est ça que le téléspectateur dit. Pour lui donner un peu raison, c'est que quand même, le jour où ça s'est passé, à 8h, le président était sorti lui-même. Il était à Gontiena. Il était à Gontiena, donc ça veut dire que tout était sous contrôle déjà. Or, c'est pourquoi j'ai dit, c'est vraiment bon. Il y a beaucoup de doutes. Oui, parce qu'un coup d'État dont on n'a pas appréhendé les auteurs, un président, quelle qu'en soit l'assurance de sa garde présidentielle, ne peut pas sortir à découvert. À découvert à 8h, pour faire une cérémonie, à découvert, si c'est dans une salle, d'accord, mais à découvert comme ça, le risque est grand. Parce qu'en ce moment-là, effectivement, les auteurs n'ont pas été appréhendés d'abord. Donc, en fait, c'est tout ça qui a contribué à dire aux Nigériens, bon, c'est classique. Et ici, c'était vraiment ça. Beaucoup de chefs d'État, puisque déjà beaucoup de chefs d'État avaient leur service de sécurité ici pour l'investiture. Beaucoup de chefs d'État. Parce que c'était l'avant-veille. Oui, c'était l'avant-veille. Allaient hésiter. Si vous vous rappelez, RFI était là, tout le monde, les Français, tout le monde, tous les services étaient pratiquement là. Donc, ça, c'était... Le seul coup d'État où le commandant de la garde présidentielle impliqué qui a échoué, c'est le coup de 83. Parce que le président Kounché n'était pas là. Le 6 octobre 1983. Non, s'il était là, il allait être arrêté. Il ne faut pas se perdre. Moi, j'étais dans l'armée. Ceux qui étaient impliqués là, ils étaient plus forts que nous. Barre ne pouvait pas arrêter Torda, parce que Torda a pratiquement corrompu toute son unité au point où on ne l'appelait plus le capitaine, on l'appelait papa. Il avait mis en place une stratégie pendant 3-5 ans où il préparait son coup d'État. Nous, on ne pouvait pas l'arrêter, on n'avait pas les armes suffisantes. Donc,
même malheureusement, ils ont déclenché l'opération à un moment où le président n'était pas là. C'est ce qui a fait que le coup de 83 a échoué. Sinon, ils allaient nous prendre et puis nous massacrer tous. Il ne faut pas se... Oui, le coup de Boncan. Oui, Torne n'était pas sur le terrain. Et Torne maîtrisait son unité. Il ne maîtrisait que... Il n'y avait que 2 officiers qui ne maîtrisaient pas. Et là, il pouvait rapidement les ligoter et puis faire sortir la troupe. La preuve, quand le coup a échoué, nous avons mis une semaine à protéger le camp parce qu'il fallait déplacer jusqu'au cuisinier à Madouela. Donc le seul coup où le commandant de la guerre présidentielle est impliqué et qui a échoué, c'est le train Idrissa. Il était là, mais malheureusement, le président n'était pas sur le terrain. Moi, je ne peux pas avoir le président sous moi et puis attendre que quelqu'un vienne le prendre. C'est pas possible. Donc, bon, on attendra de voir ce qui va se passer au cours de ce procès. En tout cas, il continue. Et les audiences sont publiques, comme Hussein l'a rappelé, au niveau de l'enceinte de l'école de la gendarmerie nationale à Niamey, et Kouartegui. Voilà, Kouartegui. Donc, les gens qui veulent suivre ce procès peuvent s'y rendre, effectivement. Voilà, mesdames, messieurs, et malheureusement, nous sommes pris par le temps. Presse Plus pour aujourd'hui s'arrête là. Merci à professeur Jibrila Barchi, merci à Hussein Issa, merci à vous, Tradam Traoré Douda, merci à Amadou Bounti Diallo. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été de notre Presse Plus de cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Bonne fin de semaine et bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.